Bon, merci d'être venu, vraiment, je suis super touché. C'est super important parce que si vous n'êtes pas gilet jaune, vous allez le devenir après avoir lu le bouquin. Et on est à un moment où le mouvement a vraiment besoin d'événements comme celui-là pour montrer qu'on est très nombreux et qu'il y a quelque chose qui est encore possible dans ce pays qui ne répond pas aux mécaniques habituelles de promotion par les médias mainstream qui nous donnent des phénomènes comme Macron qui finissent par émerger dans l'espace public après avoir concédé tellement de choses à tellement de personnes en échange d'avoir une visibilité, d'avoir accès à des fonds, de pouvoir en fait avoir accès à des institutions qui vont le promulguer, qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils sont complètement asséchés et ils se retrouvent dans une position d'impuissance extraordinaire qui fait que très rapidement, ils utilisent les ressources que lui ont attribuées l'État pour, en fait, quelque part, récompenser ceux qui l'ont porté à ce pouvoir, avec à la clé, évidemment, un appauvrissement général pour tous ceux qui ne participent pas à ce petit milieu qui s'enrichit à nos dépens. Je répète cette anecdote à chaque fois, mais c'est très important de savoir que la taxe carburant, qui a donné naissance à ce mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est une information qui était publique depuis juillet 2017, parce qu'elle était sur le site de Wikileaks, sur les Macron-Leaks, il n'y a pas un média qui l'a relevé et qui a fait son travail de critique du pouvoir et de contre-pouvoir qu'ils sont censés faire. Cette taxe carburant n'avait qu'un objectif, non pas financer la transition écologique, comme on a essayé de nous le faire croire, mais le CICE. Et le trou, en fait, qui était créé dans le budget de l'État par le CICE, donc quasiment 20 milliards, donc la taxe carburant était censée apporter 7 milliards d'euros à peu près, et il y a des échanges entre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et le conseiller fiscal d'Emmanuel Macron, qui est toujours à l'Élysée, ce qui est quand même assez extraordinaire, où il raconte qu'en effet, le seul but de la taxe carburant, c'est en gros, en taxant 60 millions de personnes, réussir à financer les allègements fiscaux pour les quelques milliers d'actionnaires des grands groupes. Et ils disent, on va raconter des histoires. Vraiment, c'est écrit noir sur blanc dans leurs échanges pour essayer de vendre cette réforme. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce que ceux qui ont permis à Emmanuel Macron d'arriver au pouvoir, et je le décris de façon assez systémique dans mon texte, ce sont en fait des personnes qui avaient l'argent suffisant ou l'entre-gens suffisant pour le propulser au sein de l'espace politique et médiatique, et ensuite évidemment dans un seul but, qu'ils servent leurs intérêts. Alors pas leurs intérêts personnels, c'est très rarement, même si c'est souvent, parfois le cas, des affaires de corruption interindividuelle, mais d'adopter plus généralement des politiques publiques qui vont être favorables à leurs intérêts. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui est mise en exergue à la fin du livre, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption, c'est qu'ils ont réussi à construire un système qui va faire que la corruption devient légalisée, et parce qu'elle permet d'arroser des milliers de personnes à la fois et pas de dépendre de tel ou tel coût qui serait repérable par la justice. Et donc un dispositif comme le CICE, c'est un pur transfert de ressources de la masse de la population française, qui paye ses impôts, qui paye des taxes et autres, vers les personnes les plus favorisées de ce pays. Et ça n'a évidemment qu'un intérêt pour Emmanuel Macron lorsqu'il décide de créer ces dispositifs avec Jérôme Cahuzac en 2011, lorsqu'il écrit le programme économique de François Hollande. C'est tout simplement de se faire bien voir de cette élite économique en disant « Vous voyez, c'est bien moi qui ai fait ça », et donc d'essayer d'acheter leur faveur. Donc ça, en fait, ça c'est la partie systémique. Et après, il va y avoir des relations interindividuelles avec Bernard Arnault, Xavier Niel et quelques autres qui détiennent à eux neuf 90% de la presse de ce pays pour organiser, une fois qu'il a été coopté, organiser sa propulsion dans l'espace public, nous faire croire que c'est un génie extraordinaire, genre de piano, danseur de tango. J'ai appris ça avant-hier, je ne me souvenais pas. Non, mais j'ai raconté ça hier à Toulouse parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit mais il n'y a eu aucun article sur le fait que c'était parce que je raconte toujours la même chose, on nous a dit que c'était un grand philosophe parce qu'il avait relu l'appareil critique de Paul Ricoeur, de Le Dernier Ouvrage de Paul Ricoeur, sans nous expliquer que l'appareil critique c'est une note de bas de page, donc il a relu les notes de bas de page de Paul Ricoeur. On nous a dit que c'était un grand pianiste parce qu'il avait eu le 3e prix au conservatoire municipal d'Amiens, et on nous a dit que c'était un Mozart de la finance parce qu'il avait vendu les réseaux qu'il avait obtenus au sein de l'État chez Rothschild, auquel il avait accès après avoir eu le concours de l'ENA, après l'avoir raté une fois et avoir raté 3 fois celui de Normal Sup, vous voyez, et ainsi de suite. Et donc le dernier truc, donc ils me disent mais non, mais personne n'a jamais dit ça et personne n'a voté pour Macron parce que c'était un pianiste de talent. Bon, j'espère, pour commencer, pour faire peut-être il y en a un. Mais surtout, du coup, je suis allé chercher, j'ai trouvé littéralement 15 000 articles, mais littéralement 15 000 articles sur Google qui parlaient des talents pianistiques d'Emmanuel Macron, ce qui dit quelque chose par ailleurs de l'état de notre presse. Et du coup, surtout, je trouve le plus signifiant, c'est celui du Monde. Et du coup, en fait, l'article est en effet dans un paragraphe où la principale
qualité d'Emmanuel Macron dans ce paragraphe qui était vanté, c'était pas le piano, mais le tango. Et donc voilà. J'étais là, voilà, comme ça fait 2 pour le prix d'un. Quel était le titre de cet article du Monde au moment où il est nommé ministre de l'économie? En toute subtilité, Emmanuel Macron, le Mozart de l'Élysée. Voilà, donc vous voyez, enfin, c'est important de rappeler ça parce que sur le moment, on laisse passer. Mais un journal comme Le Monde, censé objectif, neutre, au service de rien du tout, en était arrivé à ce niveau de propagande complètement aberrante pour essayer de nous vendre un produit qui sortait de nulle part, qui n'avait rien fait en fait pour mériter l'attention qu'il obtenait, si ce n'est d'avoir servi les intérêts qui eux-mêmes avaient accès aux médias en les ayant rachetés, tout simplement, que ce soit Lagardère, Xavier Niel et autres, qui étaient des proches de lui, et les propulser là. Et donc l'anecdote dont je parlais, enfin le scoop, c'est que j'ai découvert en lisant un autre bouquin qui vient de sortir, qui est une des sources secondaires qui sont vachement utiles en fait pour les personnes comme moi qui essayent de faire un travail de fond sur ces oligarchies. C'est un livre de Marc Andvel qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle non, le grand manipulateur ou quelque chose comme ça. Le grand manipulateur, voilà. Et où il raconte qu'en fait, vous avez peut-être vu la semaine dernière, peut-être que ça vous a échappé, un truc qui a dû vous laisser un peu pantois, en vous disant vraiment notre pays est en train de s'effondrer. On a nommé un nouveau directeur à BFM, qui va être intronisé en juillet. Marc-Olivier Fogiel. Donc là, première réaction pour les saints d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont vraiment devenus complètement délirants? Est-ce que c'est juste que notre pays est devenu tellement nul qu'on se retrouve à avoir pour seule personne à propulser au sein d'une direction comme d'une chaîne importante, hein, 3% d'audience en moyenne, ça a monté jusqu'à quasiment 20% pendant les Gilets jaunes. Bon, déjà, première question, pourquoi est-ce qu'on remplace le directeur BFM? Est-ce qu'il a trop donné l'antenne aux Gilets jaunes? Est-ce que dans la bêtise de ces gens, ils ne se rendent pas compte que de toute façon, ils donnaient l'antenne pour humilier, donc créer en fait une société du spectacle dans laquelle ils donnaient l'impression d'appuyer le mouvement pour le récupérer et l'écraser? Je pense qu'à l'Élysée, ils n'ont pas conscience de ça, ils étaient juste vénères qu'on les voit plus en permanence et qu'on voit les Gilets jaunes. Et donc ils ont dit, bon, on le sort. Mais surtout, pourquoi Marc-Olivier Fogiel? Alors on découvre dans l'ouvrage de Marc Andvel que c'est un très grand ami de qui? De Brigitte Macron. Via qui? Via Mimi Marchand. Et en fait, cette merveille de Mimi Marchand qui est revenue il y a 2 semaines à l'Élysée, dont je parle dans le livre, hein, dont vous avez appris qu'elle avait été condamnée pour trafic de stupes, pour avoir eu la maigre marchandise de 500 kilos de hashish dans sa camionnette, qui est là, en gros la trafiquante numéro 1 de l'information dans le petit. Elle est passée des drogues à l'information, mais ça revient à peu près à monde aux mêmes choses, pardon, dans cet espace-là. Mimi Marchand, c'est quelqu'un qui va, voilà, par exemple, l'affaire de Julie Gaillet, ça vient de son agence de paparazzi. C'est en gros la reine des paparazzi parisienne qui est au courant à peu près de tout et qui est présentée à Macron par Xavier Niel, parce qu'ils avaient fait de la prison au même moment, ils avaient la même avocate. Non mais vraiment, enfin, et du coup cette personne-là a eu la charge d'organiser pour le compte de Lagardère et de Ramzi Kiroun les paparazzades qui nourriraient les unes de Paris Match notamment, pour présenter justement Monsieur Macron à tout le monde, comment, en le montrant en maillot de bain avec Brigitte, dans des photos trafiquées, etc. Il rafle une entreprise qui vaut plusieurs milliards d'euros, mais il n'a pas d'argent. Donc comment est-ce qu'il la rafle? En s'appuyant sur Goldman Sachs avec de la dette, en créant de la dette. Et comment est-ce que vous remboursez votre dette à des banquiers qui évidemment vous prêtent pas de l'argent par charité chrétienne, mais pour faire des intérêts? Eh bien, vous êtes obligé de réduire les coûts. Et comment est-ce que vous réduisez les coûts? Vous licenciez des gens et 3000 personnes ont perdu, entre 3000 et 5000 personnes ont perdu leur emploi dans cette opération. Qu'est-ce que ça produit pour Patrick Drahi et la banque? Des revenus récurrents. Pourquoi? Parce que c'est un marché régulé par qui? Par l'État. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir opérateur de télécommunications du jour au lendemain, il faut l'autorisation de l'État. Et comment est-ce que vous obtenez l'autorisation de l'État? En faisant des jolies campagnes de propagande dans les médias que vous avez achetés pour les présenter aux Français et les propulser dans l'espace politique. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc évidemment, comment est-ce qu'on explique que Brigitte Macron ait la capacité d'influencer l'espace médiatique au point de décider qu'un inconséquent complet comme Marc-Olivier Fogiel soit nommé à la tête de BFM TV? Du fait de ce circuit que je viens de décrire. Ce qui est quand même ahurissant, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de leur inanité. C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'à un moment, c'est tellement grossier que ça ne peut que provoquer une rupture de confiance et dans l'espace politique, parce que c'est Marc-Olivier Fogiel, quoi. Quel est le sens de nommer cette personne à la tête d'une chaîne de télévision pour déstructurer et malhonnête qu'elle soit, si ce n'est, évidemment, d'avoir une personne de confiance qui va vous servir à la soupe dans les années qui viennent. Et bien, ce qui se passe avec BFM, c'est passé dans tous les autres médias auparavant. Jérôme Fenoglio a été nommé à la tête du Monde quelques mois après avoir fait quoi? Après avoir fait un portrait dithyrambique
de Xavier Niel de 2 pages dans Le Monde, ce qui est exceptionnel. Normalement, on fait ça quand le pape meurt, quand... Non mais vraiment, hein, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans la rédaction. 2 pages dithyrambiques avec un petit paragraphe à la fin où il expliquait qu'il avait eu quelques démêlés avec la justice, mais bon, c'était passé, et que tout ce passé de proxénète n'était pas très important, et tous les procès qu'il avait fait à des journalistes et les gardes à vue qu'il avait infligés à des directeurs de la rédaction, finalement, on pouvait un peu s'asseoir dessus, parce que l'objectif c'était quoi? C'était de tenir la tête de la rédaction du Monde, ce qu'il a obtenu quelques mois plus tard, et on l'en félicite. Aujourd'hui, Jérôme Fenoglio est au Monde, et il prétend publiquement que ça n'a aucune influence, l'actionnariat, sur la ligne éditoriale du Monde, et on le croit, évidemment, même s'il continue à déjeuner un mercredi sur 2 avec Xavier Niel, on se demande pourquoi, probablement pour parler de leurs enfants. Donc on est sur une situation complètement délirante qui a fait qu'il y a une captation en fait, de l'ensemble de l'espace médiatique en quelques années, hein. Ça s'est accéléré ces 15 dernières années, de façon phénoménale. Libération pareil, qui est-ce que nomme Patrick Drahi après avoir acheté Libération pour obtenir SFR? Le camarade de promo et plume cachée de François Hollande, Laurent Geoffrin. Et Laurent Geoffrin fait quoi? Il essaie de faire un peu la campagne de Hollande, et à un moment, parce qu'à un moment il y a un truc qui s'appelle le réel, alors il n'est pas très présent dans ces espaces-là, mais parfois il y a des petits surgissements, que ce soit sous forme de gilets colorés ou autre, et là à un moment, typiquement Hollande était tellement naze qu'il n'arrivait même plus à être en position de se représenter, et donc ils ont juste fait quoi? Ils ont nommé Bernard Mourad à la tête de l'ensemble de ces médias, comme directeur général, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse la campagne de qui? D'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Bernard Mourad était le copain d'Emmanuel Macron depuis 2008, et il fallait bien le remercier pour les services rendus. Et donc Bernard Mourad, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a été nommé dans la foulée conseiller de Macron pendant sa campagne. Aucun problème. De toute façon, en fait, ces choses-là se disent pas, se publient pas. Et pourquoi est-ce qu'elles se publient pas? Et pourquoi est-ce que Crépuscule est si important? Il provoque parce qu'en fait, il montre bien qu'il y a une défaillance dans l'espace informationnel dans ce pays. Il y a des choses qui ne se disent pas, et ces choses-là, en fait, elles touchent à l'espace oligarchique. Benalla, Marchand, mais même Marchand, vous pouvez en parler, il y a un livre qui est apparu chez Grasset, l'éditeur qui appartient à Hachette, qui appartient à qui? À Lagardère, parce qu'on peut se débarrasser du petit, et si on se débarrasse du petit, ça permet peut-être de ne pas retracer, pas de remonter là-haut, de qui est-ce que ne parle pas l'ouvrage Mimi sur Mimi Marchand? De Lagardère. Et donc il donne l'impression que Mimi Marchand a fait quoi? Elle a d'elle-même réussi à imposer des unes sur Emmanuel Macron à Paris Match. Je peux vous assurer que Mimi Marchand, pour gentil qu'elle soit, n'a pas cette capacité-là. C'est évidemment avec l'autorisation de Lagardère et Ramzi Kiroun qu'ils ont fait ça dans Paris Match, mais aussi dans JDD, qui a donné 3 unes en 2 mois après la nomination de Macron au ministère de l'économie. 3 unes du JDD, c'est un hebdomadaire, hein, donc c'est quand même beaucoup. Et chez qui est-ce que Emmanuel Macron a fait son première interview une fois qu'il a été nommé ministre de l'économie? Vous devez vous en souvenir, c'était un magnifique entretien dans lequel il parle des illettrés de Gade. Enfin, ça commençait bien. C'était évidemment chez Europe 1, qui appartient à Lagardère aussi. Donc vous voyez, en fait, il y a un dispositif de communication qui est lancé. Et une fois que vous faites ça dans la presse de papier glacé avec Paris Match, dans la presse sérieuse, entre guillemets, politique, avec le JDD, et dans l'espace radiophonique avec Europe 1, vous lancez quoi? Vous lancez une course. Parce qu'évidemment, les autres journalistes se disent, tiens, il y a quelque chose, il ne faut pas qu'on le rate. Et alors, vous créez en fait des boules comme ça qui s'auto-alimentent et qui vont expliquer une explosion de notoriété de cet individu assez indigent qu'il fallait bien nourrir. Et donc on l'a nourri comment? On l'a nourri en revenant au piano, au concours de piano de quand il avait 17 ans, et à l'appareil critique. Tout ce qu'on vous donne est immédiatement relayé, parce qu'il faut bien que vous justifiez le fait que vous faites un article sur cette personne. Donc même si ce que vous donne est complètement indigent, vous le reprenez, vous oubliez votre dignité journalistique, et voilà. Et donc voilà. Donc cette mécanique est un peu expliquée dans Crépuscule. À mon avis, encore une fois, reconnecter les liens, sortir du marché de l'information, qui fait que normalement tout le monde sait des choses comme celle-ci dans le petit Paris, sauf qu'elle l'utilise pour les échanger les unes avec les autres, pour se faire bien voir, et pour montrer que du fait, si vous avez ces informations-là, c'est que vous avez été proche des appareils de pouvoir qui les produisent. Et donc si vous êtes proche de ces appareils de pouvoir, c'est que vous avez une valeur pour votre interlocuteur. Et donc vous négociez, en gros, c'est ce que j'appelle un marché de l'information, vous négociez votre position sociale dans le petit Paris en les échangeant. Alors le fait qu'il y ait un bouquin qui arrive et qui explose ce marché-là, qu'il passe en plus gratuitement en PDF dans un premier temps, ça les désarçonne complètement. Ça les met en position de PLS, hein, pour être un peu vulgaire, mais vraiment, ils ne peuvent pas réagir, et ils n'ont pas su réagir. Et ça fait 5 mois que le livre est en PDF gratuitement. Depuis 1 mois maintenant, un livre dans une version augmentée qu'on a retravaillé pour rajouter des informations, parce que du coup ça continue. Là, avec Fogiel par exemple, on va peut-être faire une réédition, j'en sais rien, mais ce serait pas mal de l'intégrer. Et voilà, et ainsi de suite, en fait, ça cumule un savoir qui est déversé gratuitement, entre guillemets. Et dès le moment que vous pouvez le faire de cet ordre-là, de cette façon-là,
bah, vous êtes inarrêtable parce que vous donnez des clés de compréhension systémiques. Là où eux l'utilisaient pour obtenir du pouvoir et donc du coup masquaient quelque chose à chaque fois. Donc on parle de Mimi Marchand mais on ne parle pas de Lagardère, ou on ne parle pas des liens entre Mimi Marchand et Arnaud, et pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce que l'un des 3 journalistes qui avait écrit ce livre est employé du Parisien, qui appartient à Bernard Arnault. Et ben, si vous sortez de cette logique-là parce que vous ne dépendez plus de personne, et ben, vous êtes capable de leur exploser au visage avec une violence extraordinaire. Et c'est exactement ce que ce livre a. Il va avoir des choses à me raconter parce qu'il a fréquenté Macron quand celui-ci était élisé comme conseiller et Montebourg était au ministère de l'économie. Je vais le voir assez content, des bureaux avenue de l'Opéra, je me dis bah pourquoi pas, je arrive au dernier étage du bâtiment, je vois un truc de 400 mètres carrés, je me dis quand même, je sais pas, le miel ça rapporte beaucoup dans ce pays, qu'est-ce que avec vraiment 15 employés, enfin un truc quand même assez impressionnant. Arnaud Montebourg que j'estime énormément, c'est-à-dire que je partage vraiment la plupart de ses idées, il s'est battu contre Bouygues et compagnie, donc je m'attends vraiment à ce qu'il ait... Enfin, même s'il me raconte rien, je suis assez, pas ému, mais si je me dis, tiens, voilà quelqu'un que j'ai estimé, que j'ai la chance de rencontrer en tête à tête. Il me fait tout un interrogatoire avant de commencer à me parler, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Il me dit, mais alors, mais vous êtes au RSA, mais comment ça se fait? Mais écoutez, je sais pas, c'est comme ça. Mais vous êtes avocat, vous êtes vraiment avocat? Je dis, oui, je suis inscrit au barreau de Paris. Et il me dit, mais oui, mais pourquoi Niel? Pourquoi Drahi? Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas quoi. Et au bout de 3/4 d'heure, après m'avoir rien raconté, parce qu'en fait ces personnes n'ont rien sur Macron, ils sont fait quand même complètement rouler sur la farine par cette personne, qui a réussi à rester complètement opaque à leur rencontre, en se faisant passer pour quelqu'un d'assez anodin, un copain, je sais pas quoi, et avant de renverser complètement la machine. Il me dit, bon, mais ça vous dirait de vous payer Drahi? Je me dis, bah tiens, quelque chose. Et là, je me dis, bah ouais, mais bon, vous y connaissez en droit fiscal et en droit des entreprises? Je dis, bah je sais pas, non, pas trop, il faudrait que je travaille avec des gens pour voir. Bah on commence à 100 000. Et là, je lui dis, mais comment ça bah, on commence à 100 000, j'ai un riche mécène, il peut vous aider, il déteste Macron, donc vous voyez, ils sont pas tous pourris, donc on peut y aller. Et on fait 100 000 et on y va. Et là, je regarde, et au début, en fait, j'étais complètement... Enfin, je savais pas à quoi répondre. Et donc, en fait, il m'avait foutu la pression sur le RSA, symboliquement parlant, mais c'est pas possible, pour essayer de me corrompre. Parce qu'il est, à force de rester dans ce système-là, il est devenu convaincu, non pas qu'il faut faire la révolution, ce qui est la seule réponse à peu près saine lorsque l'on voit ce que l'on voit, mais qu'il fallait surenchérir dans la pourriture pour gagner et pour se débarrasser des pourris. En pensant sincèrement qu'en s'affiliant à un mécène, qui doit être le même qui lui finance ses bureaux, il allait, et en détruisant l'un de ces oligarques-là, il allait réussir à renverser le rapport de force, se faire élire en 2022, et à partir de là, réussir à imposer ses idées qui sont peut-être nobles. Et il me dit, vous me faites une note blanche, vous me la déposez dans un mois, et... alors moi j'avais un enregistrement de l'entretien, et je me suis fait voler avec mon ordinateur il y a un mois, par hasard, et je me sentais assez mal, parce que je ne savais pas quoi faire de cette information, parce que j'ai fait vachement gaffe dans tout mon bouquin, à ce que tout soit évidemment croisé, recoupé, etc., mais surtout d'avoir à chaque fois des éléments de preuve. Donc j'ai eu ressenti un sentiment de nausée assez violent, et je me suis demandé quoi faire, et déjà je me suis dit, mais comment est-ce que font ces gens-là pour vivre avec ce sentiment en permanence, c'est-à-dire pour retenir des informations en permanence, enfin, comment est-ce qu'ils font pour contourner un vrai sentiment physique de nausée, hein, c'est pas une exagération. Donc ça, c'était mon premier truc, parce que je sentais que je pouvais pas le dire, je pouvais pas sans avoir la preuve. Et là, miracle, qu'est-ce qui se passe? Montebourg m'écrit, parce que j'avais échangé qu'avec son assistante jusqu'alors, Montebourg m'écrit en message privé sur Twitter, bonjour, où en êtes-vous de notre projet? Point d'interrogation. Je me dis, bon, ok, pas mal, je réponds pas. Et là, il me remet, il paraît sur moi dans un portrait magnifique dans l'Express, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était une pure opération de commande destinée à me décimer, un mois avant la sortie du livre. Et d'ailleurs, j'ai obtenu aujourd'hui, après leur refus via avocat, qu'ils insèrent un droit de réponse qui fait à peu près la taille de l'article, où je en liste 45 erreurs ou mensonges ou manipulations de l'article successif. Vous être obligé de le publier la semaine prochaine, donc ça c'est une petite victoire. Ça va être assez agréable de les voir. Un papier comme celui de l'Express, pour vous dire pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, il y a 10 ans, j'étais mort. C'était fini. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de réponse, et donc il y avait une éviction complète de l'espace social bourgeois, donc, et c'était fini pour moi, et du coup le bouquin passait à la trappe, etc. Même mes éditeurs, probablement, peut-être pas ceux-là, mais auraient pris peur, ce qui s'est passé avec un certain nombre d'interlocuteurs qui ont cessé de me répondre, etc. Bon. Donc là, ça n'a pas marché. Par contre, Montebourg, qui travaillait à l'ancienne, du coup, me réécrit un texto,
donc là, il me donne des éléments de preuve, en fait, c'est magnifique. Il me dit, bonjour, Juan Branco, c'est Arnaud Montebourg, est-ce que tout ce qui est dit dans l'article de l'Express est vrai? Je réponds malheureusement non. Et là, il me répond tout de suite, qu'importe, votre réputation est faite. Et il rajoute, où en êtes-vous de notre projet? Donc il refait exactement ce qu'il a fait sur le RSA, mais là en essayant d'appuyer sur vraiment une perversion extraordinaire, cette fois sur en me disant, mais de toute façon vous êtes mort, donc à mes pieds quoi, enfin le petit chien, il vient. Et là je réponds pas, et une demi-heure après, il me remet 2 points d'interrogation. Évidemment pourquoi? Parce qu'il commence à stresser. Il se dit, je suis en train de lui donner des éléments qui montrent que... Donc voilà, donc du coup j'ai décidé de le raconter. Voilà, donc vous savez cette chose-là. Et je suis désolé pour lui, s'il veut m'attaquer en diffamation, je serais ravi de me confronter à lui, de décrire ses bureaux avenue de l'Opéra et qu'il explique de quel projet on parlait, probablement un projet apicole sur les toits de l'Opéra de Paris. Bon, donc, j'espère qu'il n'est pas en train de préparer sa défense, en train d'essayer d'inventer un truc là, peut-être un bouquin ou un truc, mais bon, en tout cas, qu'il essaye, on verra ce que ça donne. Et donc voilà, donc face à cette encore une fois, niveau crédibilité pour prouver qu'en effet, pauvre Maxime qui savait même plus qui était Arnaud Montebourg parce qu'il s'en fichait complètement, il a juste écouté ça et il dit bah ouais, bizarre quoi. Et donc vraiment, j'étais dans un étau quoi, donc par un miracle, bon voilà, donc voilà, c'est un peu, voilà, ça fait quelques informations de plus par rapport au bouquin, mais qui vous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel, y compris moi je suis convaincu que Montebourg le fait pour de bonnes raisons dans son esprit. Mais vous voyez un peu où ça vous mène en fait de croire qu'à système constant, c'est comme ça, enfin il y a une solution et ce que vous devez faire pour trouver cette solution-là. Donc essayez pas de me corrompre en gros parce que peut-être que je vais vous offrir un livre après, mais bon. Ça peut être vu comme une tentative de corruption. Moi j'avais une petite question préalable, ce titre est particulier et donc appelle à des éclaircissements. Crépuscule est un titre qui peut recouvrir plusieurs sens. Est-ce que vous pourriez nous donner les principaux qui vous semblent les plus adéquates pour le décrire? Est-ce que c'est le crépuscule d'un système? Est-ce que nous sommes, nous, rentrés par ce système dans un crépuscule? Enfin, qu'en est-il exactement? Mais je pense que c'est la polysémie du terme par rapport à la situation présente qui s'applique, c'est-à-dire à la fois à eux, à la fois à nous, si on n'arrive pas à les sortir avant qu'ils nous imposent ce crépuscule. Au départ, moi, ce texte, c'est une enquête sur Gabriel Attal, c'est pour ça qu'il a pris cette place-là importante dans le PDF, je vois en août qu'il y a 3 articles dans Paris Match soudain qui le font disserter sur ses goûts pour Orelsan, le font poser en pantacourt avec une coupe de rosé à la main, et un troisième sur un truc sur sa maison de vacances. Et je me dis, tiens, ce garçon va devenir ministre. Et vraiment, il y a un truc comme ça, je me dis, il y a un truc bizarre, quoi. Et par ailleurs, un mois plus tard, je rencontre un des auteurs de Mimi, de QGIS, qui me dit, une des choses qu'on n'a pas mis, c'est que Mimi Marchand travaille avec Benjamin Griveaux pour la mairie de Paris, donc à l'époque, il ne s'était pas déclaré. Et d'ailleurs, depuis, on a vu Benjamin Griveaux faire des trucs dans Voici, dans Closer, dans Paris Match. Enfin, il essaie vraiment d'utiliser à fond la carte qu'utilisait son maître, Emmanuel Macron, pour répéter l'opération. C'est ceci qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on a quand même détaillé le truc, c'est en ligne, c'est public, c'est en bouquin, et il continue, il persiste, il pense vraiment que ça va marcher, en fait. Bon, voilà, on verra. Et il me dit, et Gabriel Attal aussi. Et Gabriel Attal, j'ai jamais pu recouper le fait qu'il avait en effet utilisé Mimi Marchand à travers son compagnon Stéphane Séjourné. Mais du coup, je me dis, tiens, c'est un truc, ça serait intéressant de partir de cet exemple-là pour montrer en fait comment on devient ministre aujourd'hui en France. Et je propose le truc à Marianne, qui au début dit oui, bien sûr, on y va, Natacha Polony qui venait d'arriver, et qui commence à dire non, mais c'est un peu compliqué en termes juridiques, et elle hésite, et un jour, 2 jours après avoir été sur un par enthousiaste. Et du coup, entre-temps, moi je continue j'en rajoute quoi. Donc c'était 5 000 signes, ça devient 10 000 signes, ça devient 15 000, ça devient 25 000, comme je suis un peu névrosé peut-être, ça devient 120 000 signes, 150 000 signes, et ça finit par donner un énorme texte. Et là, j'essaie d'ouvrir 2-3 portes pour voir s'il est éditable. Elles se ferment toutes immédiatement, et donc je décide de le publier. Et le titre, en fait, s'impose du coup. Donc il y avait un titre pour Attal, je ne me souviens plus lequel c'était, j'aurais pu chercher, mais mon ordinateur a été volé. Et après, donc du coup, Crépuscule, le crépuscule d'Emmanuel Macron, crépuscule, à un moment, crépuscule comme l'évidence, en fait, d'un monde qui est en train de sombrer, et c'était juste avant les Gilets jaunes, en fait. Et donc évidemment, si vous tissez la métaphore, si vous filez la métaphore, pardon, le crépuscule avec du coup la recherche de lumière qu'on provoquait les gilets jaunes. Enfin, il y a tout un truc sur l'obscurité de ces espaces-là et de cette époque en fait qui, je pense, vient naturellement à l'esprit des gens. Tout ça, c'est de l'inconscient collectif en fait. C'est de l'intelligence collective qui font qu'à un moment on saisit bien que
quel est le problème aujourd'hui? C'est le problème de la visibilité, à tous les sens du terme, et notamment de la visibilité de quoi? De la vérité. Il y a un problème aujourd'hui, le problème principal dans notre pays, c'est l'information. C'est la capacité à savoir comment se passent les choses réellement, et qu'est-ce qui fait que l'on se retrouve avec tel ou tel homme politique, avec telle ou telle décision économique et autres. Et donc je pense que naturellement, aller sur la question de la lumière, et évidemment du coup avec toute la métaphore sur la renaissance éventuelle ou l'effondrement, c'était intuitif, purement intuitif en fait. Il y a pas eu de, je me suis pas posé la question plus que ça. Alors, à vous écouter, on a vraiment le sentiment qu'une génération particulière a pris le pouvoir sous l'influence et le contrôle de cette oligarchie. Qu'est-ce qui est si différent aujourd'hui de la situation qu'on a pu connaître avant, je dirais même dans les années 50, au moment de la naissance, de 58, la naissance de la Troisième République, de la Cinquième République, pardon, avec une génération aussi où les barbouzades étaient quand même de mise. Impossible de comparer les époques, mais aussi comparer les pays. Souvent on dit « ah oui, c'est comme en Italie », c'est absurde. Moi, le temps qu'il m'a fallu pour comprendre comment fonctionnait le système politique de l'intérieur, c'est quasiment 10 ans d'études à temps plein. Je suis peut-être... ce que j'ai fait, je pense qu'il y a un côté exemplifiant pour les étudiants de Sciences Po qui devraient faire exactement la même chose, c'est-à-dire utiliser le temps et les moyens que leur donne l'État à travers leurs études pour creuser un système, et après redistribuer ce savoir une fois qu'ils auront réussi à en avoir une vue à peu près panoptique en fait, quoi, pour donner en fait aux gens la possibilité de se décider à partir d'une information qui soit à peu près claire, parce que tout ce que je décris, c'est quand même des espaces qui sont très difficiles d'accès, c'est-à-dire que c'est vraiment compliqué d'avoir été à la fois dans l'espace politique, dans l'espace économique et médiatique, d'avoir à la fois joué aux journalistes, avoir rencontré Xavier Niel pour devenir un de ses collaborateurs, avoir été proche des sphères qui ont propulsé Emmanuel Macron. Enfin, cette combinaison-là est assez rare. Et donc du coup, en fait, la capacité à avoir un regard d'ensemble est aussi assez rare. Et je pense qu'il m'a fallu profiter beaucoup de la liberté qu'offre en France ce système complètement déliquescent avec lequel il faut achever, mais qui m'a donné cette possibilité en positif exceptionnellement, que donnent les grandes écoles, qui font qu'en gros, toutes les portes sont à peu près ouvertes, quoi. Vous avez fait Normal Sup, vous avez fait Sciences Po, tout le monde vous reçoit, du patron du CAC 40 au futur président, en passant par... Et donc si vous jouez, mais au sens enfantin du terme, non pas parier pour vous-même, pour vous construire une carrière, mais juste jouer, à voir, à découvrir, à toquer à toutes les portes qui s'ouvrent, et toutes s'ouvrent en effet, et voir de l'intérieur, et après redistribuer le savoir, vous pouvez très rapidement avoir ce regard. Et donc comparer avec une autre période, je sais pas, ce qui est certain par contre, c'est que ce circuit fermé que je décris, qui est assez simple à décrire finalement, mais quand un système politique devient si simple, c'est qu'il est en train de s'effondrer en fait, c'est parce qu'il il réussit, en fait, il est en train de tomber dans une systématicité justement qui est productrice de néant. Et ce circuit fermé dans lequel vous avez des personnes qui achètent des médias pour avoir accès aux politiques, influencer le politique, pour pouvoir préserver ou alimenter leur fortune, parce que toutes les fortunes de ces oligarques, de ces personnes-là, sont nées de l'État à un moment ou à un autre. Y compris Bernard Arnault avec le groupe LVMH, qui naît du dépeçage de Boussac, qui est un grand groupe textile, qui lui est donné par l'État, par le gouvernement Fabius, en échange de toute une série de promesses qu'il ne respectera pas, voire qu'il trahira avec des actes qui sont délictueux, c'est-à-dire la création de fausses entreprises pour acheter les branches les moins profitables, pour ensuite les liquider et supprimer des milliers d'emplois dans les Vosges et ailleurs. Et donc cette fortune-là, elle naît de cela, elle naît des réseaux que Bernard Arnault avait constitués au sein de l'État grâce à sa réussite au concours de Polytechnique quelques années plus tôt, et finalement d'une fortune familiale de quelques dizaines de millions de francs, pas grand-chose, mais qui lui permet en fait d'avoir accès aussi au milieu d'affaires, et donc de combiner l'ensemble de ces facteurs. On ne devient pas évidemment oligarque n'importe comment, il faut avoir justement beaucoup d'entre-gens et beaucoup de cartes à jouer. Et c'est une névrose personnelle qui fait qu'en ayant 80 milliards d'euros, vous êtes encore obsédé par le fait de faire plus d'argent, et c'est ce qui lui a fait dire l'année dernière à l'enterrement d'Antoine Bernheim, qui était un de ses plus proches tout court, qui était son banquier, en gros, celui qui lui a permis à 80-90 de construire son empire. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous pensez d'Antoine Bernheim? Et là, il a dit, je regrette de ne pas l'avoir écouté plus souvent, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. 80 milliards d'euros, quoi. Et Xavier Niel, pareil, quand j'échangeais avec lui entre deux propositions de devenir le précepteur de ses enfants, parce que je voyais bien en fait qu'on était en train de rentrer dans un système aristocratisé complet et qu'il valait mieux peut-être qu'ils soient un peu mieux élevés que leurs aînés, enfin peut-être que j'étais à ce point un peu de désespoir, quoi. Donc je lui proposais, donc je lui disais, bon bah et si vous produisiez des films de Godard? Et il me disait, mon seul objectif c'est faire de l'argent. Enfin, et c'était vraiment la réponse systématique, quoi. C'est un truc, c'est le seul logiciel, c'est accumuler, c'est la seule façon dont il se jauge. Et si Bernard Arnault a surenchéri sur François-Henri Pinault
sur les dons à Notre-Dame. C'est vraiment dans cette logique concurrentielle qu'ils ont construit entre eux, qui font qu'ils sont complètement prêts à oublier toute forme de décence et à dire t'as mis 100, je mets 200 quoi. Et vraiment c'est ça, tu vas voir qui est le plus fort, tu vas voir qui est la plus grosse et je vais t'écraser. Et c'est la même chose qui a amené Bernard Arnault à racheter l'hôtel particulier de la veuve de Lagardère une fois que Jean-Luc Lagardère, donc le père de Arnaud Lagardère, était mort. C'était dans le seul objectif de pouvoir s'installer dans les murs de son ancien concurrent, pouvoir virer la veuve, qui s'est virée au bout de 3 semaines au lieu des 6 mois qu'il lui avait promis, une fois qu'il avait acheté le truc, pour l'humilier, et pour pouvoir s'installer donc rue Barbet-Jouy, dans le 7e arrondissement, si jamais une manifestation sauvage devait s'organiser. C'est là-bas qu'il faudrait y aller à mon avis, mais il se trouve que chaque semaine, les samedis, qu'est-ce qu'il y a dans cette rue-là? Un camion de CRS, on se demande pourquoi. Voilà. Et donc je ne sais pas pourquoi je suis parti sur ces genres de personnes, mais oui, sur la similarité avec les autres époques. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il y a... Donc vraiment la constitution d'un système en vase clos, dans lequel ils ont compris comment ça marchait en gros, et donc ils ont pris possession de toute une série de médias qui étaient encore indépendants il y a 20 ans. Le Monde perd son indépendance il y a 10 ans seulement. Et vous vous souvenez des efforts qu'on a fait pour vous expliquer que ça restait un journal indépendant, qu'il était plus. Eh bien, ils sont tous tombés en fait les uns après les autres. Libé, c'était quelques années encore avant, etc. Et donc à partir de là, jusqu'à créer une fermeture complète de l'espace informationnel qui leur permette en gros de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, et donc de faire élire n'importe qui, y compris Emmanuel Macron. Et donc on se retrouve, ça c'est exceptionnel. Et l'autre chose qui est exceptionnelle, c'est le niveau d'endogamie auquel on est arrivé. Hier, encore une fois, à Montpellier, j'ai essayé de retrouver le nom de quelqu'un, d'une petite fille d'oligarque, et j'arrivais pas à savoir, elle s'appelait Zoé Bouygues Lagardère, Zoé Bouygues Bolloré, j'arrivais pas... Et en fait, si, elle s'appelle Zoé Bouygues Bolloré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une Zoé Bouygues Bolloré, et il y a aussi une Élise Arnaud Niel. Et pourquoi? Parce que Xavier Niel s'est marié à la fille de Bernard Arnault, parce qu'elle est très belle et qu'elle a 4 milliards d'euros dans un compte en banque. Et sa petite fille, aujourd'hui, qui a 6 ans, qui est en CP ou à Franklin, donc là où enseignait Brigitte Macron, enfin dans des espaces clos, vous imaginez bien que quand vous avez ces fortunes-là, on ne va pas vous mettre dans le public. Ça crée un petit problème pour les fêtes d'anniversaire, pour la socialisation de votre enfant, enfin ça risque dans les réunions de parents d'élèves, etc. Donc vous créez des dispositifs, ou vous rentrez dans des dispositifs qui vont vous permettre de vous isoler du reste de la population et pouvoir continuer à vivre en paix tout en ayant des sommes délirantes dans votre voilà. Et donc cette Élise Niel Arnaud de 6 ans est la femme la plus riche d'Europe. C'est quand même incroyable. De pure naissance en fait. Elle a un capital estimé à 8 milliards d'euros. Du simple fait de sa naissance. Et donc, évidemment, en soi, c'est un problème, mais l'autre problème, c'est que la Zoé Bouygues, donc j'avais dit quoi, Bolloré, qui est la fille, déjà, qui est la petite fille de Vincent Bolloré, parce que c'est la fille de Yannick Bolloré, et de la petite fille de Martin Bouygues. De Francis Bouygues, pardon, parce que Martin... Donc on a une génération d'héritiers avec les Pinault, Bouygues. J'ai du mal, en fait, avec ces généalogies, à force... donc on a Pinault, Bouygues et Delphine Arnault et compagnie qui ont tous le même âge, qui sont déjà des fils de Pinault. Donc à la limite, on peut se dire, bon, première génération, le talent peut se transmettre, pourquoi pas. Non mais pourquoi pas, hein, enfin je veux dire, bon, sauf que là, on a une deuxième génération, c'est les Yannick Bolloré aussi, qui sont un peu plus jeunes, les Arnaud Lagardère qui, eux, sont en train de couler les boîtes de leurs parents. Arnaud Lagardère qui est obligé de faire des opérations complètement scandaleuses. Là, un truc qui est encore arrivé depuis la publication du livre. Ce qui est génial avec ce monde, c'est que ça s'arrête pas, c'est mieux que les Feux de l'amour. Là, c'est Gulli, c'est la chaîne pour enfants Gulli, qui a été montée grâce à l'État il y a 15 ans, et qui a été revendue pour 200 millions d'euros alors qu'elle était estimée à 710 millions 5 années auparavant. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a démantelé France 4, qui était la principale concurrente, et du coup, vous enlevez la concurrente, et vous mettez Gulli. Et qui est-ce qui a décidé de démanteler France 4? C'est l'État, évidemment, qui prend sa décision. Qui est la conseillère audiovisuelle à l'Élysée? C'est la femme de Fabrice Bacouche, secrétaire général d'Hachette, donc employé de Lagardère. Et vous faites des boucles en fait comme ça, parce que du coup, évidemment, c'est pas seulement Lagardère qui connaît Macron, il faut aussi qu'il y ait des gens au sein des espaces inférieurs. De la même façon que Macron était l'un d'entre eux il y a 5 ans, aujourd'hui, il a placé des personnes qui sont exactement dans le même système et qui tournent en boucle comme ça. Donc on se retrouve avec des gens comme Yannick Bolloré qui chez Vivendi est en train de couler Vivendi, avec Canal, le massacre qu'il y a chez Canal, enfin c'est Yannick. Non mais c'est vrai, et vous avez pareil, Zoé Bouygues Bolloré, je sais pas si elle aura quelque chose à hériter, mais enfin, vu au rythme où ça va. Donc vous avez en fait Arnaud Lagardère qui coule Lagardère, vous avez des gens en fait qui pillent du coup des ressources publiques pour essayer d'alimenter un empire
qui n'ont rien fait pour obtenir, aucun mérite, mais surtout qui du coup n'ont pas la capacité de gérer. Arnaud Lagardère, qui, je vous invite, j'ai posté là récemment sur Facebook à voir la vidéo où il pose avec sa femme Jade Forêt, extraordinaire. Cette personne-là qui est vraiment considérée dans le tout Paris comme un débile mental profond, mais vraiment ce que je dis, y compris par Macron, qui est quand même pas non plus extrêmement brillant selon moi. Donc c'est un acquis. Il avait 7%, 8%, c'était le prêt de ADS, c'est-à-dire d'Airbus. C'était le président du conseil d'administration d'Airbus, par pur héritage. Alors, heureusement, on a réussi à s'en débarrasser, et il a dû, parce qu'en fait, il a coulé tout le reste de Europe 1 et compagnie, du coup, il a dû vendre les actions d'Airbus pour financer le reste. Et qui est-ce qu'il a aidé quand il a fait ça? C'était Macron quand il était conseiller à l'Élysée, c'est lui qui a géré ce deal, parce qu'il était son banquier d'affaires chez Rothschild, donc une fois que vous passez à l'Élysée, autant continuer à être le banquier d'affaires. Ce qui a permis dans l'opération à Lagardère de récupérer 100 millions d'euros de bénéfices personnels sur 1,8 milliard d'euros, sur des actions qu'il a obtenues comment? Grâce à son père par héritage, mais surtout un truc qui est quand même incroyable, quoi. Et on est obligé comme ça de renflouer ces gens-là en permanence, parce qu'ils sont trop nuls, parce qu'ils sont en train de vous... Et donc, à un moment, par rapport à ça, je pense que quand on a une situation comme en France, avec une crise sociale telle qu'on la connaît, je pense qu'il faut un moment se dire, bon, on arrête les dégâts. On n'attend pas de savoir si Zoé Niel Arnaud ou Arnaud Niel va devenir une proxénète comme son père, ou si elle va être quelqu'un de très talentueux. On essaie... Donc encore une fois, moi en 2015, je me dis, je vais devenir son précepteur, parce qu'il n'y avait pas les gilets jaunes dans la rue. En 2018, je me dis, non, on va faire une révolution dans ce pays, c'est plus possible. Voilà. Mais d'un autre côté, si vous étiez devenu son précepteur, ça aurait peut-être changé le sens de l'histoire, en partie. Vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Ouais, c'est ça qui est terrifiant. Alors, ça va être compliqué de passer le micro dans la salle pour la raison que vous pouvez observer assez immédiatement. Est-ce que vous pouvez poser vos questions suffisamment fort pour qu'on puisse les entendre? Peut-être qu'il faudra les reprendre au micro pour que tout le monde les entende. J'avais madame ici. Vous voulez bien vous lever? C'est comme à la télé, c'est formidable. Oui, et je veux juste dire, Niel m'a répondu, je m'en charge très bien, mais il m'a répondu sur la question des précepteurs, d'éduquer ses enfants. Voilà. En tout cas, j'appelle à l'abstention européenne, donc je suis désolé pour le parti qui aurait espéré récupérer les fruits de ça, et c'est vraiment dans une démarche volontaire de... On n'a pas entendu les questions. Oui, pardon, 3 questions. Est-ce que je crains pour ma vie? La troisième, c'est est-ce que je suis en campagne? Et la deuxième, c'était qu'est-ce que je propose? Donc, sur la première, est-ce que je crains pour ma vie? Pas encore, parce qu'on n'est pas encore assez fort. Et ça serait pas mal qu'on monte un peu la pression encore sur ce gouvernement, et je pense beaucoup au 1er mai à cette fin, de façon à ce qu'il commence vraiment à trembler. Je suis pas sûr qu'il soit encore conscient de la puissante déflagration qui risque d'intervenir dans ce pays. Et à ce moment-là, peut-être qu'en effet, j'aurais des craintes qui ne relèvent pas de la destruction de la vie intime ou de l'attaque via médias interposés ou de la censure qui est en train de se mettre en place autour de ce livre, qui n'a pas une ligne dans... Là, j'en parlais tout à l'heure avec Marc Andvel. Je disais, mais il me disait, bon, là, on a eu une page dans l'Obs et on va avoir une demi-page dans l'IB, mais bon, voilà. Je disais, putain, j'avais oublié que c'est ce qui se passait quand un livre politique sort, quoi. C'est-à-dire que nous, en un mois, on a eu peanuts, rien du tout. Et je peux vous assurer qu'ils l'ont tous lu. La preuve, Quentin Girard a fait un portrait de Gabriel Attal dans la 4e de couverture de Libération aujourd'hui, journal théoriquement de gauche, donc théoriquement pas très macronien, où il passe l'entretien à lui parler de Crépuscule. Donc on a des journalistes qui font des entretiens avec Gabriel Attal ou avec des macroniens pour essayer de reconstruire un peu leur image avec du pathos en disant « Ah oui, c'était vraiment dur quand le livre a sorti, ouais. Mais bon, finalement, non, mais j'ai pas fait de procès en diffamation parce que je voulais pas rajouter au ramdam. » Oui, c'est ça. Et donc les journalistes qui eux-mêmes montrent qu'ils ont lu Crépuscule, mais par contre, pour en parler, pour les chroniquer, même en négatif, même s'ils pensent que ça doit être critiquable, rien du tout. On se demande bien pourquoi. Et on voit bien en fait dans quel état la presse est arrivée. Donc, est-ce que je crains pour ma vie? Pas encore. Je pense qu'ils vont essayer de me détruire par tous les moyens possibles, mais c'est des gens assez couards et lâches. De là à lâcher quelqu'un pour essayer de me... Pas encore. Encore une fois, peut-être en manif samedi, on verra. La deuxième truc sur la campagne,
Non, parce que j'ai été en campagne les 10 années précédentes. C'est-à-dire que j'ai participé à cette course à l'échalote, à laquelle j'essayais de me distinguer au sein de ce système-là, d'apparaître comme le meilleur, d'être un petit Gabriel Attal en gros, pour essayer d'accumuler du capital symbolique qui me permettrait de me faire bien voir des personnes dont dépendait mon destin, pour in fine justement me projeter dans cet espace-là et me présenter un peu formellement, enfin pour une formalité au peuple, me faire élire et faire une Macron. Là, moi, j'appelle vraiment une bascule systémique. C'est pour ça que j'appelle à l'abstention aux européennes. Et j'appelle vraiment une forme révolutionnaire. Je n'y crois pas du tout à la possibilité de faire de la politique à système constant. C'est de faire une politique saine. Vous êtes obligé de rentrer dans des rapports de compromission qui sont extrêmement violents. Et encore une fois, la façon dont le livre a été diffusé, qui partait de rien avec un PDF qui venait de nulle part, enfin, vous voyez bien, il n'y a aucune intention préalable, en fait. Il n'y a pas de possibilité pour moi d'exister théoriquement et de survivre en termes d'image. Et encore une fois, des articles comme l'Express, je sais très bien à quoi je me confrontais. Là, c'est merveilleux qu'on soit tous là. C'est un miracle. Ça n'aurait pas dû arriver. Ce qui aurait dû arriver, c'est que je passe pour un fou furieux qui met des PDF où je balance tout sur tout le monde sur Internet et qu'on dise mais c'est qui ce guignol quoi. Enfin qu'on dise vous voyez bien le type il n'est pas gérable, on le met sur le côté quoi. Donc ce qui s'est passé, cette accroche qui s'est créée autour de ce texte, par le miracle des Gilets jaunes qui sont intervenus dans ma vie, dans un truc qui, à titre personnel, ça m'a vraiment sauvé quoi. C'est un truc auquel je ne croyais plus. C'est un suicide social ce texte. N'oubliez pas, il est écrit avant les Gilets jaunes. C'est un truc où c'était fini. Moi, je sortais, j'allais devenir plagiste à Saint-Martin. Mais vraiment, c'était ce à quoi je pensais. C'était moi, de toute façon, j'ai plus rien. Donc autant partir de là, parce que je voulais plus participer à ce système-là. Donc projeter sur moi une intention derrière, à travers, je pense que ce serait mal comprendre ce qui a nourri cet ouvrage. En gros. Et ce que je propose, c'est vraiment de les sortir, de les foutre en tôle, à commencer par Édouard Philippe, c'est ma priorité. Ça, je suis en campagne. Si je suis en campagne pour un truc, c'est que vous me nommiez procureur du prochain tribunal révolutionnaire et que je puisse me les payer. Parce que j'ai vraiment failli perdre ma vie à force de tous ces trucs qui sont très abstraits comme ça, mais quand je vais en gros chercher au Centrafrique les preuves d'une corruption avec l'affaire Uramine, donc je vais sur les mines qui étaient en fait des mines fantômes qui avaient racheté Areva pour plus d'1,8 milliard d'euros, tout simplement pour créer un système de corruption et de rétrocommission généralisée dans lequel ils allaient permettre, c'était censé leur permettre d'obtenir des marchés à l'étranger du nucléaire, notamment en Afrique du Sud, et ils dépensent des centaines de millions pour ça, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a un truc dont ils n'avaient pas conscience parce qu'ils habitaient probablement en France, qui s'appelle l'élection démocratique, réellement démocratique, et que les types à qui ils avaient filé 400 millions d'euros ont perdu cette élection variable qu'ils avaient oublié de prendre en compte, et qui se retrouvent sur la paille, et que du coup le scandale commence à grandir, et que moi je vais au Centrafrique, au fin fond du Centrafrique, pour aller sortir les preuves de ça, que je reviens à Paris, qu'on accepte évidemment mon texte parce que c'est un texte super important, et que 48 heures avant, Le Monde le censure, en prétendant que c'est trop compliqué parce que je suis proche de Wikileaks et qu'il y a les réseaux secrets, les services secrets chinois et russes, et vraiment ils m'inventent ça, et que j'ai derrière Schneiderman d'Arrêt sur Image qui censure un article sur la censure en disant mais non, mais il y a des services secrets qui pourraient être impliqués, je sais pas quoi, et que je me retrouve vraiment en disant mais arrêtez les mecs, c'est pas possible, j'ai 24 ans, je sors d'une... je suis allé travailler chez Wikileaks parce que après avoir demandé conseil à Raphaël Baquet, qui est une autre journaliste du Monde, je disais on me propose de travailler pour Jean-Pierre Mignard, l'avocat de Hollande, ou Wikileaks, qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'elle me dit bon bah c'est Wikileaks, c'est quand même plus rigolo. Donc, je veux dire, ils ont accès eux-mêmes en interne à la généalogie de ma décision, pas genre un agent du FSB qui vient me corrompre ou je sais pas quoi, juste un gamin qui essaie de trouver la chose la plus intéressante à faire de sa vie. Et derrière, ils ont le cynisme de me dire non mais c'est un peu suspicieux, vous travaillez avec Wikileaks, pour évidemment cacher quoi? Un truc, donc c'est un impact. Vous essayez de vous construire honnêtement dans un espace qui est fondamentalement malhonnête, à un moment vous prenez des murs et à un moment vous dites c'est crevé quoi. Enfin j'arrête là et je sors. Et donc Édouard Philippe, qui était directeur des affaires publiques chez Areva entre 2007 et 2010, en gros directeur du lobbying, en gros directeur de la corruption chez Areva, donc qui a été nommé là. Pourquoi? Parce que le scandale Uramine que je suis allé couvrir, qu'ils ont essayé d'étouffer, il y a d'autres journalistes qui en ont parlé, j'étais un de ceux qui travaillent dessus. Il a été recruté par Areva pour essayer d'étouffer ce scandale. Il a été payé 3 fois plus que ce qu'il était payé dans la fonction publique. Et pourquoi est-ce qu'il était recruté? Tout simplement parce qu'il s'était présenté à des élections et du coup il avait accès à ces gens-là qu'il fallait corrompre plus ou moins directement, ou à qui il fallait dire non, t'enquête pas.
Donc affaire Ramine, je rappelle, c'est 15 millions d'euros pour le seul Patrick Balkany, hein, c'est le seul virement dont on a trouvé. Donc on a 1,8 milliard d'euros qui ont disparu, on a trouvé 15 millions d'euros, c'était chez Balkany. On attend encore le 1 milliard 785 millions d'euros qui n'ont servi strictement à rien, hein, qui n'ont été investis nulle part, donc qui sont dans les poches de quelqu'un. Ça fait 10 ans que cette affaire est sortie, et il n'y a pas une personne qui est en prison. Donc moi j'arrive, je les fous préventivement en prison, et après, dans quelques mois, on décidera si en effet ils étaient impliqués ou pas, et si en effet ils s'étaient fait recruter à Areva parce que c'est un grand communicant de talent, comme il nous l'a montré depuis qu'il est Premier ministre, ou qu'en fait il y avait quelque chose d'autre derrière. Et on va inverser ce système de justice qui fait que pour les plus fragiles, on les fout en préventive au cas où, on ne sait jamais. Par contre, eux, ils peuvent être condamnés à 2 ans de prison comme Cahuzac et ne jamais voir le début d'une once de prison. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on assainit ce pays. Enfin, franchement, mais moi je vous le dis, mais il faut y aller, il faut faire ce que les Gilets jaunes disent, c'est le point de départ d'une révolution, parce que dès le moment où vous faites une constituante, que vous faites un référendum d'initiative citoyenne, vous bouleversez à terme toutes les politiques publiques de ce pays, fiscales, écologiques, etc. Parce que vous redonnez la parole directement aux populations et pas des représentants qui sont obligés de passer par ces systèmes de corruption pour se faire projeter. Donc, vous pouvez y croire par les armes, par les armes. Énorme lapsus. Vous pouvez y croire par les urnes, donc c'est ça que je veux dire. En plus. Vous pouvez y croire par les urnes, attendre 2022 qu'un hypothétique saint, je sais pas quoi, sorte et vous sorte de l'ornière. Vous pouvez vous dire, bon bah non, on arrête et on prend le risque parce qu'il y a des personnes qui sont en train de crever en France aujourd'hui, du fait de détresse psychique, sociale, etc., qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à nourrir leurs gosses à cause de ces gens-là. C'est mon opinion. Moi, j'ai plus de... Et c'est vraiment un soldat du système qui vous le dit, qui a vraiment épuisé. Je me suis proposé de devenir précepteur de Élise Arnoniel, quoi. Enfin, à quel point je suis arrivé pour essayer de tenter d'épuiser la logique de ce système en me disant non, il y a peut-être encore quelque chose à faire, quoi. Bah non. On ne sait pas. Donc, en gros, En Marche a absorbé tout l'espace politique traditionnel. Je répète la question. Et donc, en gros, on se retrouve avec une situation qui, visiblement, est de l'alternative entre Le Pen et Macron aux prochaines élections. Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à cette stratégie électorale? Mais c'est pour ça que je suis sorti de la stratégie électorale. Parce que moi, je ne veux pas me prendre Le Pen en 2022, parce que je ne suis pas du tout sûr que Macron gagne en 2022 face à Le Pen. Et il n'y aura pas d'évitement au duel Macron-Le Pen, hein, parce qu'ils tiennent en fait le système oligarchique, que Macron a tout intérêt à propulser Le Pen comme candidate alternative, qui croit vraiment qu'il continuera à gagner in fine sur la rhétorique mot ou le chaos, comme le dit François Boulot, excusez-moi, mais là le chaos, il est là, quoi. Donc le jour où Le Pen aura l'intelligence de dire, écoutez, vous dites qu'on sera le chaos, mais regardez dans quel état est le pays, je pense qu'elle va réussir à ratisser large. Et donc il y avait un slogan situ qui avait commencé à circuler en 2017, avant 2017, avant les élections, qui était « 2017 n'aura pas lieu ». Voilà. Enfin, moi aujourd'hui, encore une fois, on a la chance d'avoir un mouvement social massif dans ce pays, qui est encore soutenu par une majorité de gens. Les derniers sondages, il y a 2 jours sur LCI, OpinionWay, disaient qu'il y a 48% des Français qui sont pour, 48% des pays qui sont contre, du pays qui est contre. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour provoquer une bascule. C'est beaucoup plus que n'importe quel mouvement social, alors que ça fait 5 mois qu'on y est et qu'on a bien vu la violence qui s'abattait sur cet espace-là. Donc aux personnes qui n'ont pas osé manifester encore, soit parce qu'ils avaient peur, soit parce qu'ils avaient peur que ce soit un mouvement d'extrême droite, qui soit antisémite, etc., je vous incite vraiment à une seule chose, à aller voir par vous-même, quoi. Et aller voir par vous-même le premier mai. Moi, l'absence complète de scrupules que j'ai par rapport à mon soutien de Gilets jaunes, c'est tout simplement ma présence sur le terrain. C'est d'avoir vu à quoi ressemblaient ces mobilisations-là, qui étaient les personnes sur place. On m'a rendu compte que ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on disait. Et donc, procéduralement, comment les faire sauter? Tout simplement en étant très très nombreux et en appuyant ceux qui seront un peu plus courageux que nous et feront le pas supplémentaire. Et naturellement, derrière, tout en laissant fonctionner l'État, parce que l'État ne s'effondrera pas, provoquer une alternative politique qui nous amènera à ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire en foutre en tôle quelques-uns, mettre en place des outils de contrôle citoyen des fonctionnements de nos institutions, nettoyer le système judiciaire, policier, et recréer une vraie démocratie. Créer enfin, arriver à cette dernière étape démocratique de ce pays, c'est-à-dire qu'on a eu 89 et l'institution d'une démocratie bourgeoise avec des représentants qui étaient chargés de parler au nom du peuple.
recommencer à prendre la parole par nous-mêmes. On a des outils pour le faire, les Gilets jaunes l'ont montré, les lives Facebook et compagnie, c'est bien la preuve qu'on est capable aujourd'hui de s'adresser beaucoup plus directement sans intermédiation à une grande masse. Saisissons-nous avant qu'ils changent les algorithmes et qu'on soit à nouveau étouffé, tout simplement. Du coup, c'est où le pique-nique, c'est le 1er mai? Le 1er mai, en fait, ça va circuler très vite, mais il y a beaucoup d'événements, dont un qui a quand même c'est signifiant, 10 000 personnes qui sont intéressées et plus de 3 000 participants, qui s'appelle Paris, capitale de l'émeute. C'est un événement qui est, vous participez à cet événement sur Facebook, c'est passible de sanctions pénales. Et les gens le savent. Et donc il y a déjà 13 000 personnes qui sont rentrées dans cette logique-là. Moi, je ne vous appelle pas du tout à rentrer dans cette logique-là. Je vois qu'il y a un fait social qui est en train de naître, très clairement. Déjà l'année dernière, il y avait plus de personnes dans les cortèges de tête que dans le cortège syndical. Je pense que là, ça va être massivement encore plus le cas, parce que les syndicats, depuis, ne sont pas comportés vraiment de la meilleure des façons. Et donc, est-ce que vous serez avec le cortège de tête à côté? C'est à vous de voir, mais en tout cas, soyez là pour appuyer ceux qui, encore une fois, iront peut-être plus loin que ceux qui seront juste là. Moi j'ai plusieurs questions. La première, sur cette bascule, justement, j'aimerais savoir comment est-ce que vous imaginez qu'elle puisse avoir lieu. Et je me la pose notamment, ne serait-ce que sur le champ restreint des médias. Vous parlez de votre livre qui met à mal tout cet espace médiatique. Et en même temps, cet espace semble pas tellement réagir et digérer progressivement ce livre. D'abord, il n'en a pas parlé, maintenant il en parle, mais sans en parler. Sur Twitter, ce que je vois, c'est des polémiques incessantes sur les faits que vous avancez, qui servent en fait comme un glacis protecteur. Bon, et on dit n'importe quoi, mais au moins les gens voient les polémiques et se disent, oh là là, peut-être que tout ça c'est suspect. Et en fait, ils se maintiennent, ces gens, ils sont toujours là. Ils continuent d'être les journalistes officiels. De même pour le pouvoir, on a un mouvement qui dure depuis plusieurs mois, et puis qui est toujours là, le gouvernement. Et en fait, je vois pas, j'aimerais bien savoir, réfléchir sur qu'est-ce que pourrait être une bascule, qu'est-ce qui pourrait faire que tout à coup, les choses changent, une révolution vraiment. Moi, je pense que la première bascule, c'est que vous arrêtiez de vous poser des questions et que vous commenciez à faire des choses à votre niveau. Pas vous en tant qu'individu, mais c'est-à-dire que chacun se dise, non pas qu'est-ce qui devrait se passer au niveau méta, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour contribuer, pour participer à cette bascule. Et ça, je pense, serait important pour sortir de l'impuissance dans laquelle, la léthargie dans laquelle nous mettent ces systèmes-là. La deuxième, moi en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un premier entretien dans Thinkerview en juillet 2017 où j'annonçais en gros qu'il allait y avoir un effondrement, que ce soit par une dérive autoritaire massive pour écraser toute forme de contestation politique démocratique, soit sur le biais d'une révolution. Et je tirais d'une analyse systémique de ce qui se passait. C'est pas une question de Nostradamus. Je pensais que ce serait au niveau des ordonnances. Ça s'est joué à peu près un an plus tard. Donc je pense et je disais par contre, ce qui ferait que ça basculerait du côté de l'effondrement et pas du raidissement autoritaire où on en prend pour 40 ans à la Salazar, c'est qu'il y a un mort. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui fasse qu'en gros, on ne supporte plus ce pouvoir-là. C'est arrivé, mais de façon, ça a été complètement tu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est mort à Marseille, mais le système médiatique s'est organisé, c'est quand même incroyable ça d'ailleurs, de façon à ce qu'on n'en parle pas du tout ou qu'on fasse passer. Alors il y a quand même une personne qui est morte du fait d'un tir de flashball alors qu'elle essayait de fermer sa fenêtre. Donc en gros, il faut pas rentrer dans cette logique-là, on perdra. C'est trop tard, de radicalisation, de confrontation, et de toute façon maintenant ça... Et je la souhaitais pas, à l'époque je la décrivais, c'est-à-dire que c'était pas du tout un précepte politique. Par contre, c'est très clairement de l'ordre de l'événement qui à un moment ferait qu'il y aurait une saturation. Il y a un moment en fait de rupture. On les a sidérés pendant plusieurs mois, ils étaient complètement incapables de répondre, ils continuent à l'être. Vous imaginez bien que si Macron décale ses interventions, c'est parce qu'il a rien en fait. C'est parce qu'il comprend toujours pas ce qui se passe. Donc s'il ne comprend toujours pas ce qui se passe 5 mois après, il ne va pas le comprendre, ça je vous promets. Il y a des personnes qui l'ont compris au jour 1, il y a des personnes qui ont compris 30 jours avant, et lui, on est 6 mois après, il n'a toujours pas compris. Donc c'est vraiment la preuve qu'on s'est trompé sur la personne qu'on a élue, parce qu'on pensait avoir quelqu'un de brillant, et il n'est même pas capable de comprendre les fondements de cet effondrement. Donc on est obligé de jouer l'usure. Moi j'appelle au 1er mai de façon très importante, parce qu'il faut en fait que le 1er mai soit un événement. Soit un événement qui montre que non seulement le système, le mouvement n'est pas mort, mais qu'il est encore capable de faire sortir de ses tripes quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Donc cet effet de surprise
Et ce surnombre, il faut vraiment le provoquer, non pas parce que je crois au grand soir, et que du jour au lendemain, on va vivre dans un monde merveilleux. C'est pas ça. C'est parce qu'il faut vraiment garder l'initiative et la capacité de leur dire, bah, ça fait 6 mois et on est toujours là. Et si ça fait toujours là, et à un moment, en fait, ces gens-là sont obligés de parler, de commenter. Ils sont obligés de donner une réponse. Et surtout Macron, qui est parti sur la droite en termes d'électorat, ça crée une irritation aussi de ce côté-là, en disant, mais vous n'êtes même pas capable d'assurer l'autorité. Donc le risque, c'est que ça aille jusqu'à l'extrême droite si on n'arrive pas justement à intercepter ce qui est en train de se passer avant, faire barrage et dire non, non, ça va, la seule façon d'arrêter ce truc, c'est de rebasculer à gauche. Ça fait 4 mois que vous essayez de l'écraser, de l'étouffer, nana. Là, il faut revenir à gauche pas au sens de la gauche des 30 dernières années, au sens de la question sociale. La question sociale et la question oligarchique, parce que les deux l'une alimente l'autre. Et donc, sur les médias, sur la question institutionnelle du droit à la parole et sur la question des politiques économiques. Si on arrive à arracher des choses à ce niveau-là, ne serait-ce que par exemple le référendum d'initiative citoyenne, à force de les acculer. À partir de là, vous avez mis, en fait, c'est le cheval de Troie. Vous avez mis un pied et vous sortirez plus. Si vous arrivez à arracher une chose qui va vous permettre de vous exprimer politiquement dès que vous le déciderez, dès que vous réussissez à réunir un certain nombre de voix, et bien derrière, en fait, vous allez pouvoir provoquer une révolution institutionnelle. Si vous arrivez à rien arracher, de toute façon, que ce soit les Gilets jaunes ou autre chose, dans 6 mois, il y aura une révolution dans ce pays. Parce qu'il y a aujourd'hui, factuellement, dans le réel, ce réel auquel ils n'ont plus accès, une détresse et une violence telle que des personnes n'en peuvent plus et vont péter un câble. Alors, est-ce que ça va être une explosion de la société? Il y a un modèle à l'américaine où, en gros, chacun tire pour soi et s'en fiche complètement de l'autre. Ou est-ce que ça va être un mouvement politique? Ça, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que moi, je pousse vraiment, là, au moment où on a une structure, même si ce n'est pas structuré, qui nous permette d'engranger nos revendications, qui correspondent exactement, c'est là encore, hein, l'intelligence collective, intuitivement, les Gilets jaunes sont saisis du RIC, mais ça sortait de nulle part. Il n'y a pas un politicard, il n'y a pas une personne au sein de cette pseudo-élite informée chargée justement d'être créative, de trouver des solutions, qui avait pensé à la possibilité du RIC. Mais parce que c'est le tandem aujourd'hui qui s'est installé. Non, Mélenchon, il voulait se faire élire président de la 5e République en 2022. Et non, il voulait être élu président de la 5e. Et il voulait, en gros, faire un mandat pendant lequel on préparerait la 6e, mais lui exercer en tant que président plein de la 5e République. Mélenchon, comme tous les autres, est pris par la névrose présidentielle. Il croit qu'en tant qu'individu, il va provoquer une bascule dans ce pays. Moi, de ce que je vois, c'est absolument impossible, et c'est pas du tout comme ça qu'on y arrivera, et a fortiori pas avec Mélenchon, parce qu'il va se faire détruire par le système avant d'arriver à être en position de se faire élire en 2022. Donc, qu'est-ce que ça explique? Ça explique que lorsqu'est arrivé les Gilets jaunes, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en position de Salomon, et dire, vous vous souvenez de cette phrase, je suis avec ceux qui manifesteront, et je suis avec ceux qui manifesteront pas. Ça, c'est un signe d'impuissance politique majeure. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris à ce qui se passait. Il avait peur, il était dans le souci de distinction dans l'espace bourgeois, il avait peur d'être assimilé à une force politique qu'il ne comprenait pas, qu'il ne ressentait pas. Or, à mon avis, si vous n'avez pas compris et ressenti ce qu'étaient les Gilets jaunes dans ce pays, on ne peut pas vous faire confiance. C'est très clair. Et donc, quand dans les semaines suivantes, Mélenchon a proposé comme seule solution et seule demande politique la dissolution, que personne dans le pays demandait. Personne ne demande aujourd'hui une dissolution de l'Assemblée nationale. Personne ne considère qu'aujourd'hui, la solution, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale pour faire réélire des députés qui, à un système constant, vont faire exactement la même chose, peu ou prou, qu'ils soient français. Parce qu'ils n'auront pas... Donc, dès le moment qu'il était, en fait, dans cette incompréhension fondamentale de l'espace politique, et qu'il était, en plus, il s'était effondré du fait de cette stratégie complètement délétère sur la question des perquisitions, c'était fini. C'est ce qui m'a... C'était le dernier espoir que j'avais à système constant, qui était de provoquer en effet, quand j'ai vu en fait qu'il n'était pas capable d'appuyer un mouvement citoyen parce que ce qu'il voulait en fait fondamentalement, ontologiquement comme personne, c'était d'être président au sens fort du terme, dans le sens gaulliste du terme, et pas provoquer cette bascule vers un changement de système réel, ou sinon une fois qu'il aurait pris le pouvoir, la question se posait plus. La question se posait plus, et moi je pense qu'aujourd'hui la question se pose plus, et on le voit non seulement d'un point de vue idéologique, qui est la réponse que je vous donne maintenant, mais très cyniquement, factuellement. Cette personne-là n'est plus en position aujourd'hui de provoquer une bascule dans le pays. Mais c'est encore une fois là où je dis factuellement c'est plus possible. C'est-à-dire que
en termes d'image publique, de construction de quelque chose qui avait né en 2012, qui était né en 2012, qui est arrivé en 2017 à une sorte d'apogée, aujourd'hui, Dacmé, il a perdu cet espace et ce soutien qui était assez transversal, qui lui avait permis de toucher à ces classes bourgeoises que l'on pensait impossible à absorber dans un mouvement de révolution institutionnelle. Ça, c'est fini, il ne les récupérera jamais. Ce qui s'est passé en octobre avec les perquisitions, c'est une condamnation à mort politique. Et Ruffin ? De sa part. Et donc, à partir de là, les questions des alternatives, encore une fois, vous êtes sur Ruffin, c'est exactement pareil. Vous êtes obligé de faire beaucoup trop de concessions à l'existant pour réussir à exister dans ce système politique. Ruffin, on l'a vu avec la stratégie concernant la sortie de son ouvrage, où il a expliqué qu'il avait fait aucun média, que nana, il les a tous faits, les médias, mais tous, littéralement tous. Et comment est-ce que vous réussissez à faire tous ces médias, du quotidien, France Inter, etc. C'est parce qu'à un moment, vous concédez sur le discours. Si vous réussissez en fait à ressortir de cette dialectique révolutionnaire qui est celle qui est la sienne, je pense, fondamentalement en tant que personne, je pense que c'est quelqu'un de sincère dans son combat, vous êtes obligé de délaver votre discours et de rentrer dans cette logique présidentielle qui est fondamentalement rassurante pour ces personnes-là, ce qui explique qu'au Figaro, il y a un entretien de tête en parlant des ambitions présidentielles de Ruffin, même si derrière c'était plus mesuré. Et donc en fait, la seule façon pour vous de vous faire entendre, c'est de faire des concessions. Et ces concessions, elles ne sont pas que tactiques. Vous ne pouvez pas faire des concessions en prétendant que ça ne va pas vous affecter derrière. En fait, vous délayez un discours qui, in fine, en fait, va lui-même perdre en puissance politique et va faire que vous allez finalement faire des concessions et vous retrouver 10 ans plus tard en étant une très bonne personne, comme Arnaud Montebourg a proposé à un petit jeune que RSA 100 000 balles pour se payer un oligarque. Et cette logique-là, en fait, il n'y a pas un individu, et même je pense qu'en termes de santé démocratique, il faut qu'on sorte de cette idée, de cette fixation quasi psychotique qu'on a tous les 5 ans, de se dire il y a un type qui va nous sauver. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas par là qu'on va arriver à changer ce pays. Il n'y a pas un individu qui est en capacité aujourd'hui, face aux forces existantes, de renverser à système constant, encore une fois, le pouvoir. Si vous faites le pari d'élection, vous êtes obligé de faire le pari de la notoriété. Si vous êtes obligé de faire le pari de la notoriété, vous êtes obligé de faire le pari d'une forme de conservatisme et de consensualité. Donc à partir de là, encore une fois, à système constant, plutôt faire le pari de la rue, qui est la seule chose qui nous a permis d'arracher ces 13 milliards d'euros à Macron, qui vont lui arracher à nouveau des concessions jeudi, même si elles seront insignifiantes ou secondaires. Espérons que ce sera plus secondaire qu'insignifiante, et que ni un parti politique quel qu'il soit, ni un syndicat quel qu'il soit, n'avait réussi à obtenir depuis 2017. La rue. La rue. La rue, et moi j'appelle formellement les personnes les plus en place aujourd'hui dans le système, celles qui sont les plus proches de nous, qui sont le plus capables de mobiliser massivement, que ce soit François Ruffin ou Jean-Luc Mélenchon, à sortir du système, à démissionner, à retirer leur liste aux européennes, et de dire s'ils sont vraiment sincères de leur soutien aux Gilets jaunes, et je n'y crois pas, et je suis très furieux contre eux qu'ils mettent en scène ce soutien qui n'est pas, qu'ils sortent. Et qu'ils entraînent avec eux ces millions de personnes qui sont en train de perdre leur temps à tracter tous les jours sur les marchés et compagnie pour faire élire des notables qui vont n'apporter qu'une chose, des ressources économiques, parce qu'on sait très bien qu'un député européen ne sert à rien aujourd'hui à système constant. Au lieu de dépenser ses énergies complètement ridicules dans cette parodie démocratique d'élection qu'est l'élection européenne, qu'il soit dans la rue à un moment où de toute façon il y a l'armée et 60 000 policiers tous les samedis dans la rue, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez qu'on ait une élection normale dans ces conditions-là? C'est impossible. Donc soit ils sont honnêtes et ils soutiennent nos revendications, soit ils sont en train d'essayer de Si ça marche pas, 4 mois plus tard, ils se feront réélire sans aucun problème. Et on sera les premiers à aller les soutenir, c'est pas le sujet. Et ils savent très bien que c'est pas le sujet, ou ils devraient le savoir. Donc ils arrêtent de s'accrocher à leur petite position personnelle et qu'ils prennent un risque que moi j'ai pris et que d'autres personnes ont prise, qui est un risque de rupture, qui nous a beaucoup coûté, et qui à un moment, je pense, pourra recréer une forme de confiance qui n'existe plus du tout au sein de la population à leur sujet. Il me demande si je pense vraiment pas que Ruffin est sincère dans sa démarche. Si, je l'appelle juste à être en cohérence avec cette discours, c'est la seule chose que je fais. Je pense pas que les questions sur la politique française et la situation française soient terminées, mais moi je voulais vous demander aujourd'hui quel était votre rôle par rapport à Julian Assange, justement, si vous continuiez de le défendre, et par rapport à ce que vous expliquez justement à un mouvement révolutionnaire, etc., quelle serait la position de la France et quelle serait notre attitude d'action, parce qu'il y a tout un jeu mondial, je veux dire, et on voit très bien lequel Assange exemplifie. Donc
donc quelle serait à ce moment-là notre latitude d'action et que pourrait-on faire? À moins d'être isolé, je dirais, quelque part, si les autres pays ne suivent pas, c'est ça notre liberté. Il y a un discours d'impuissance qui touche la classe politique dans toutes ses dimensions depuis des années, qui explique que justement il y a un système, il y a la mondialisation, il y a l'Union européenne, etc. Donc il s'applique notamment à Julian Assange, en disant mais de toute façon, les États-Unis. Pardon, mais Julian Assange, c'est la démonstration que c'est du pur pipeau. Il y a un petit pays qui est la 70e puissance mondiale, économiquement parlant, qui a réussi à protéger cette personne pendant 7 ans. Comment est-ce que la 6e puissance mondiale serait en incapacité de s'opposer aux États-Unis sur ce sujet et de sortir cet homme des conditions effroyables dans lesquelles il vit? C'est de la pure soumission et de la pure soumission choisie. Il n'y a aucune explication rationnelle, de la même façon qu'il n'y a aucune explication rationnelle à beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui politiquement parlant, si ce n'est la soumission à des intérêts et de la protection à d'un confort individuel de ces élites-là. Donc cette rupture, évidemment, permettrait sans aucune difficulté de sortir cette personne-là et de l'accueillir dans notre pays si on décidait de le faire. Ils ne le font pas et ils le font par choix. Et ça fait partie. Ma radicalisation par rapport à cet espace politique, c'est évidemment Wikileaks qui me l'a apporté. Pourquoi est-ce que j'ai cette désolidarisation massive avec mon milieu d'origine? C'est parce que je découvre avec Wikileaks la violence des rapports de force aujourd'hui existants et la violence que vous pouvez subir dès le moment que vous sortez, vous faites un pas de côté. Et la violence que s'est pris cet homme-là, accusé successivement de viol, d'antisémitisme, de complotisme, d'être agent des Russes, sans qu'à aucun moment, une fois qu'on était à la 6e accusation, nous disons c'est l'agent du FSB. Alors, il y a un journaliste qui se dit non mais attends, ça fait 7 ans qu'on l'accuse successivement de A, B, C, D, on est passé par le viol et compagnie. Est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre, quoi? Est-ce que ce type est vraiment l'antéchrist ou est-ce qu'à un moment, une personne quand même qui a été homme de l'année pour Le Monde en 2010, pour le Time, pour le Guardian et compagnie, comment ça se fait qu'on ait si rapidement retourné notre Kazakh? Tout simplement parce que vous êtes soumis à des appareils de pouvoir, les cocos, et que vous suivez sans même vous en rendre compte, en fait, une propagande qu'on vous inflige parce que vous êtes habitué à relayer des paroles de pouvoir. Pourquoi? Parce que vous êtes asservi ou recruté parce que vous avez une capacité d'asservabilité plus forte que la moyenne. Et c'est pour ça que vous êtes journaliste et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de servir ces personnes-là, parce qu'en fait, on vous a recruté parce que vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte. C'est d'ailleurs ce que décrit Chomsky dans La fabrique du consentement, de façon assez claire, en disant, il y a un journaliste un jour qui vient me voir dans un aéroport et me dit « Mais non, mais vous dites tout ça sur les médias, mais moi, vous voyez, moi je suis intérieur, je sais que ça ne se passe pas comme ça, j'ai jamais eu de problème pour écrire ce que j'écrivais. » Et Chomsky répond « Bah oui, c'est pour ça qu'on vous a recruté. » Vous voyez, donc à un moment, en fait, rompre ce mur d'insignifiance, quoi. Et ça appelle en fait à une rupture majeure parce que et en même temps ça m'a beaucoup aidé parce que du coup quand j'ai commencé à me prendre ces attaques-là, parce que j'étais accusé d'être extrême droite, d'être homophobe, d'être qu'est-ce que j'ai eu droit d'appeler à la violence, enfin bref, j'ai pris avec beaucoup de distance, de la même façon que j'ai pris avec beaucoup de distance quand ça s'est appliqué aux Gilets jaunes, parce que j'étais conscient en fait dès que vous étiez en fait dans une position minoritaire, comparer le traitement médiatique qui m'a été offert avec celui de n'importe quel camarade de mes espaces sociaux, qui sont exactement les mêmes, qui sont devenus ministres. Et vous voyez la différence, en fait. En fait, c'est une super jauge pour voir. Il y en a un qui porte une parole critique, et l'autre qui a décidé de rentrer dans un appareil de pouvoir. Et en fait, vous allez comparer les deux. Et là où moi, il y a quelque chose de miraculeux qui m'a permis de survivre, c'est que l'appareil critique par lequel j'ai commencé, c'était pas les Gilets jaunes, c'était Wikileaks. C'est-à-dire quelque chose dont les élites françaises n'avaient pas conscience en termes de subversion. Wikileaks, c'est le truc cool que Lady Gaga appuie et compagnie. Et ça ne nous touche pas directement, en gros, quoi. Et donc, du coup, j'étais cool. Et j'étais cool suffisamment longtemps pour pouvoir mettre un pied dans le système, pour pouvoir, au moment où vous commencez à se dire « Non, merde, il est peut-être un peu trop emmerdant, on va le détruire », ce soit un peu trop tard. Et je réussisse, en fait, à survivre à cette phase-là. Mais c'est juste le fruit de cette distorsion, du fait qu'il y avait un truc qui était éloigné, qui ne touchait pas directement aux intérêts de cette élite-là, et qui m'a permis en fait de tenir l'écart pendant ces quelques années. C'est aussi simple que ça. C'est la seule raison pour laquelle, aujourd'hui, ils ne sont plus capables de me détruire. Ils essayent, mais ça ne marche plus, parce qu'ils ont constitué une base sociale, ils m'ont permis de constituer une base sociale suffisante qui fait que c'est trop contradictoire en fait par rapport à eux-mêmes, par rapport à ce qu'eux-mêmes disaient, et donc ils sont obligés de composer un peu jusqu'au moment où ils n'y arriveront plus, ils trouveront peut-être une solution peut-être un peu plus radicale pour se débarrasser de moi, ou avant, si on arrive à faire quelque chose, justement, éviter qu'on en arrive à ces positions sacrificielles, parce qu'encore une fois, ce que disait Julian à chaque fois qu'on lui posait la question, s'il y a héros, c'est qu'il y a défaillance de la société. Il ne faut pas qu'il y ait d'héros. Il ne faut pas qu'il y ait sacrifice. Il faut à chaque fois réfléchir, au lieu de se fasciner pour la personne que l'on héroïse, on se demande pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de cette personne-là. Qu'est-ce qui fait que cette personne a dû faire ce qu'elle a fait pour en arriver là, et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter
que ça se reproduise, quoi. Et il faut désactiver ces dispositifs de fascination en fait, qui endorment et juste essayer de se politiser, de chercher la façon de provoquer la bascule par soi-même et d'éviter que ça arrive. Et donc sur Assange, juste pour finir, on va se battre pour que oui, je continue à le suivre. On voit, là, il a été à l'isolement complet. Il va pouvoir voir pour la première fois son avocate la veille de son audition d'extradition. Vous voyez le genre de dispositif. Alors c'est encore des petites choses, hein. Ça vous n'allez pas le voir dans Le Monde par exemple, hein, parce que eux ils écrivent ils ont quand même écrit un édito en disant que c'était devenu un ennemi de la démocratie quand même. C'est grave. Ils sont fait de leur lait avec lui pendant des années, et tout d'un coup, en fait, quand il faut le lâcher, bon, on le lâche, quoi. Allez, pas de problème, on s'assoit surtout. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette personne depuis 2006 ? Il a publié plus de 10 millions de documents qui sont tous vérifiés. C'est la seule chose. Il a dit la vérité. C'est la seule chose qu'il ait fait. Vous êtes content ou pas content de la vérité qu'il a révélée, c'est l'idéal journalistique. Il n'y a pas eu une fausse information qui a été diffusée par Wikileaks en 15 ans. Il n'y a pas, en 13 ans, pardon. Il n'y a pas un organe de presse dans le monde qui soit capable de réclamer le même, le même track record, comme ils disent en anglais, le même antécédent. Bon, je sais, ça va être très frustrant, mais on va prendre 3 questions encore, pour après organiser un petit peu l'espace pour la dédicace et que cette conversation puisse continuer sur un mode un petit peu plus informel. Alors 3 questions, j'ai déjà plus de bras que de raisons. J'avais à côté 2 dames qui sont assises et qui me regardent avec insistance depuis un petit moment. Donc je vais prendre cette question. Il y a un monsieur qui était à côté. Et puis après, je prendrai une autre question. Ou alors, non, je vais déjà prendre des dames qui sont... voilà, j'essaye à ma manière d'établir une certaine démocratie. C'est pas simple, hein. Même collectivement. Hein. Ouais, les proches du premier cercle. On va la reprendre après. Ouais. Dites-moi. Voilà, je te suis beaucoup depuis quelques mois et j'ai trouvé une seule critique sur la toile parmi les gilets jaunes. Hein. Et donc il y a une espèce de juriste, alors je ne sais pas qui c'est, etc. Donc d'habitude j'écoute son discours et elle parle de toi et de ta relation avec, ou ta non-relation avec Jacques Attali. Alors est-ce que tu peux nous éclairer de ça, parce que Jacques Attali, c'est 50 ans de conseils auprès de nos présidents, etc. Et tu n'en parles jamais, apparemment. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer pour lui répondre à cette critique ? Si, j'en ai parlé assez souvent, justement, parce que c'est ce qui légitime ma critique. Jacques Attali, c'est des personnes que j'ai fréquentées dans cette première phase initiale. Enfin, j'ai rencontré 2 fois, mais quand j'avais 18-19 ans, quand ils ont essayé de m'absorber, il y avait lui, il y avait les Grac, il y avait Richard Descoings, tous les réseaux de Sciences Po. Et en fait, ils ont tous essayé de constituer quelque chose autour de moi, de faire de moi un mini-Macron. En fait, pas forcément pour que je devienne président, hein, mais pour que, alors, à mon échelle, je sois une des personnes qui les servent. Et donc, j'avais créé un groupe de réflexion qui s'appelait Jeune République. C'est en ligne, d'ailleurs. C'est comme ça que les personnes s'en sont saisies. Alors, c'est des groupes, en fait, d'extrême... Enfin, Panamza, c'est des groupes assez... la première personne qui a sorti ça, Panamza, c'est un groupe en fait quasi islamiste en fait, extrêmement antisioniste mais à des niveaux quasi antisémites, et qui ont une certaine place dans la complosphère. Et donc ils avaient retrouvé ce groupe de réflexion quand j'avais 18 ans, où Jacques Attali était un des 8 personnes que j'avais sollicité pour être un des parrains de l'organisation, et ils ont dérivé ça en c'est le parrain de Juan Branco. C'est pas mon parrain, donc j'ai expliqué qui étaient mes parrains, je peux le redire, c'est pas très intéressant, mais c'est le directeur de la Cinémathèque espagnole, Chema Prado, et sa femme, Marisa Paredes, qui était une actrice de films d'Almodovar. Et voilà, et donc Attali, j'ai organisé 2 conférences à 18 ans avec lui. Il a essayé de m'inviter, alors il a essayé de me récupérer 5 ans plus tard, au moment de Wikileaks justement. Il a essayé de m'inviter au Positive Economy Forum du Havre, qui est le truc qu'il a organisé avec Édouard Philippe, qui est une sorte de grand maelstrom qui lui permet de faire du réseau et de rencontrer des gens. Et j'ai refusé d'y aller parce que j'avais pas envie de participer à ces trucs complètement nazes. J'étais déjà en fait en phase de déconnexion complète, et j'explique dans le livre comment Attali en fait est un des passe-plats, et surtout j'avais parlé dans plusieurs conférences, qui ont permis à Macron d'être présenté à Hollande, mais qui sont en fait les idiots utiles du système. C'est-à-dire ces personnes qui n'ont d'utilité que pour repérer des têtes, enfin c'est une sorte de tête chercheuse qui permet de repérer les personnes qui vont présenter aux puissants, et qui sont en gros, qui ont un modus vivendi, ils sont payés pour ça, en gros ils ont des trucs, des cabinets de consulting qui leur permettent de bien vivre grâce à ça, après avoir des grands groupes après avoir eu des grandes positions de pouvoir, en étant conseiller spécial de Mitterrand pour Attali ou autres. Mais donc c'est des gens insignifiants, quoi. Enfin, ils ont une place et une importance dans le système existant parce qu'on la leur donne. Mais
si dès le moment où vous changez le système, ils tombent d'eux-mêmes. Contrairement à des personnes comme Bernard Arnault, Xavier Niel et compagnie, qui va là, pour le coup, aller vraiment falloir chercher, ou Édouard Philippe, ou même Emmanuel Macron, parce qu'ils sont en position de pouvoir réel, alors que des gens comme Attali, c'est des gens à qui on donne, à qui ces premières personnes donnent du pouvoir, et décident de donner du pouvoir parce qu'ils ont un esprit qui leur permet d'avoir des idées ou de trouver des personnes. Voilà, donc tout simplement ça. Alors il y a une autre rumeur qui me touche de façon assez insistante, c'est que j'ai mis un tableau de Goya qui s'appelle Sabbat et les sorcières sur le site de mon cabinet d'avocat, qui est censé démontrer que je suis un franc-maçon, et ce qui expliquerait pourquoi je ne parle pas assez des francs-maçons. Pourtant j'ai beaucoup parlé des francs-maçons, j'ai expliqué comment Benalla et Malien faisaient partie de la même loge. On a travaillé avec Wikileaks, on a révélé les fichiers des 2 principales loges de France, qui sont trouvables sur Internet d'ailleurs. Mais j'explique juste que les francs-maçons, pareil, c'est un réseau de pouvoir secondaire, c'est un réseau premier en province pour accéder au pouvoir. Quasiment tous les notables, colons et compagnie sont francs-maçons. Ça, c'est très structurant à l'échelle provinciale. Par contre, dans l'espace oligarchique, dans le petit Paris, c'est relativement secondaire, et c'est plutôt une voie compensatoire pour des personnes qui n'ont pas fait de grandes écoles, par exemple, d'arriver auprès des puissants. Donc des personnes comme Manuel Valls, comme Mélenchon, comme Benalla ou Émélien, qui n'avaient pas les titres de gloire suffisants pour être adoptés par l'oligarchie, en gros, en sont passés par les loges maçonniques pour accélérer leur carrière. Mais par contre, pour arriver vraiment au cœur du pouvoir que je décris dans Crépuscule, c'est pas déterminant. La preuve, tous ces gens-là n'en font pas partie. Alors, une exposition, Acte 24, 9 place Saint-Michel, en soutien aux Gilets jaunes. 24 artistes. Il y a un site internet qu'on annonce. Voilà. Voilà, sur Facebook. Voilà, donc vous avez tous noté. Alors, monsieur avait une question. Oui, en fait, c'est pas une question, c'est une réflexion. Je suis désolé. Oui, parce que voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir eu votre parcours universitaire, mais j'ai pas 24 ans non plus. Et le hasard m'a voilà. Et le hasard m'a fait témoin de certains trafics et exactions commises par la France en Afrique, notamment. Et ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Et justement, ce qui se passe en Afrique depuis des années est victime du même système que tu dénonces, que tu accuses. Aux questions sur la franc-maçonnerie et compagnie, c'est pas ma personne qui est importante, mais en fait, les fixations qui sont créées, mais aussi sur les juifs et autres, les Illuminati, c'est les preuves qu'il y a une défaillance dans l'espace informationnel. C'est-à-dire que les gens sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne leur est pas expliqué comme il faudrait, qu'il y a des éléments qui manquent, et donc ils se projettent sur des explications systémiques qui permettent de combler les trous. Et pourquoi est-ce que des groupes comme Crépuscule ou Alain Soral m'attaquent extrêmement de façon récurrente ces derniers temps, parce que en fait, ils ont peur qu'on leur pique une clientèle. Parce qu'on est en train de donner des clés de compréhension sur pourquoi est-ce qu'un certain nombre de choses sont mal compréhensibles ou incompréhensibles, et en décrivant comment en fait il y a justement une prise de pouvoir sur l'espace médiatique, donc ce qui permet de savoir avec travers les informations légitimes, qui ont fait que la crédibilité des médias s'est effondrée, ou en tout cas a beaucoup baissé ces dernières années, parce qu'elle ne portait plus une parole de contre-pouvoir, une parole critique. Eh bien un bouquin comme Crépuscule, ça les rend fous en fait, parce que encore une fois, leurs explications qui étaient soit délirantes, soit de mauvaise foi, soit paranoïaques, tout d'un coup en fait tombent, on n'en a plus besoin, on comprend beaucoup mieux et beaucoup plus naturellement ce qui est en train de se passer, et donc ils cherchent absolument à démontrer qu'en fait je suis un franc-maçon caché, qu'en fait je suis avec Jacques Attali, qu'en fait, alors que justement j'ai clarifié dès le départ justement d'où je venais, et la démarche de Crépuscule, c'est une sorte de nettoyage interne quelque part, c'est dire je me débarrasse de tous ces réseaux d'influence. Vous ne retrouvez pas au RSA pour rien. C'est-à-dire je me débarrasse de tout, si j'étais franc-maçon, enfin j'en sais rien, enfin si j'étais avec Jacques Attali, j'aurais. Donc on se débarrasse d'abord de toute forme d'allégeance, quelle qu'elle soit, je les expose toutes, et c'est la démarche que j'ai faite notamment sur Thinkerview, de façon à ce que ce soit très clair d'où je viens et quels sont les biais
qui peuvent s'appliquer à mon raisonnement, et à partir de là, j'offre ce que j'ai su, ce que j'ai accumulé, ce capital que ces personnes-là ou ce système-là m'a donné pendant ces années, et c'est à vous après de vous en saisir, et aussi quelque part d'en tirer vos propres conclusions, tout simplement. C'est à vous de décider, non pas par rapport à ma personne, mais par rapport à la véracité de ce qui vous est dit, et par rapport au parcours et ce que je peux représenter à vos yeux, ce qu'il faut en tirer tout simplement, et vous armer par vous-même, pour reprendre les mots d'Aurore Berger, armer vos... Elle est magnifique cette personne, quoi. Quand elle m'a accusé d'armer les esprits et qu'elle m'a dénoncé au procureur pour avoir armé les esprits, c'était un tel aveu, mais un tel aveu, et j'aurais pas trouvé moi ces propres mots, donc voilà. Une dernière question, et après on conclut. Au fond, il y a des questions. Au fond. Moi j'avais une question de 50 minutes, donc j'essaie de la poser quand même. Alors. Faut les écrire. J'essaie. Les questions. Bah non. Et surtout, je voudrais vous remercier pour le courage que vous avez de dénoncer toutes ces choses-là. Et un jeune homme comme vous qui ait ce courage-là, c'est vraiment remarquable. Et je voulais vous dire que nous avons vécu chez nous, à notre pays, plusieurs crépuscules en fait. Parce que je viens de l'Équateur et je suis vraiment contente de savoir que des jeunes comme vous soient en train de dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en France et que nous avons déjà vécu plusieurs fois. Donc, pour vous dire que la solution, ça serait la rue, oui, la rue, oui, et puis la constituante. C'est la seule solution, je pense, pour pouvoir changer le système. Je voudrais aussi vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous pensez, est-ce que ça va vous arriver la même chose qu'à Julian Assange? Parce qu'en Latine-Amérique, il y a beaucoup le système lawfare qui est en train de mettre en prison toutes les politiques qui ont changé le système ou qui ont essayé de changer le système. Est-ce que ça peut vous arriver ou pas? Je suis surpris qu'il ne m'ait pas encore accusé de viol, parce qu'encore une fois, il y a eu l'antisémitisme, il y a eu l'homophobie, enfin, peut-être que ça viendra, j'en sais rien, mais j'espère qu'on y arrivera avant, enfin, à obtenir une forme d'arrachement, et deux, si ça m'arrive, j'espère que vous serez là. On va grouper un peu quelques questions du fond. Si vous arrivez à... C'est vraiment pas de la mauvaise volonté, mais c'est vrai qu'on est... Vous savez, on a fait du mieux qu'on peut pour accueillir tout ce monde dans une librairie. Voilà. Et je peux vous dire que des librairies candidates à accueillir Juan Branco n'étaient pas si nombreuses. Voilà. Nous n'en retirons aucune gloire, c'était simplement l'idée de faire surgir un espace de parole possible. Alors après, on est tellement nombreux que c'est compliqué, forcément, mais en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut. Et donc, si vous arrivez encore à porter votre voix assez fort... Ouais. T'entends bien? Pourquoi l'insurrection des Gilets jaunes ne prend pas en banlieue? Ils sont déjà fait la tête. Bah oui. Madame, je ne vous oublie pas. Franchement, heureusement qu'elle n'a pas pris en banlieue, parce que vous imaginez ce qui serait passé avec ce mouvement, et je vais être très cru, hein, mais si des Noirs et Arabes s'étaient retrouvés en première ligne, médiatiquement parlant, policièrement parlant, la violence que serait... Et je pense qu'ils étaient juste très conscients du fait qu'ils seraient les premiers ciblés, et même si je pense qu'il y a une sympathie très forte par rapport au moment, ils savent très bien qu'il ne faut pas qu'ils y aillent, quoi, tout simplement, quoi, parce qu'ils vont prendre très 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 cher. Et vous vous souvenez des tentatives dans les premiers actes de dire « Ah oui, mais c'est des pillards de banlieue », ils ont tenté. Et ils savaient très bien que s'ils faisaient ça, ils réussiraient à activer un étouffoir, non pas dans la population, mais dans la classe médiatique et politique, qui immédiatement permettrait de faire quoi? De trouver un bouc émissaire, qui fait que, pour reprendre les mots vulgaires et atroces d'Emmanuel Macron qui disait « Je n'ai pas à m'excuser d'être un mâle blanc ». Et je ne m'excuserai pas, c'est le premier entretien public qu'il ait jamais donné à la revue des associations de Sciences Po. Je ne veux pas m'excuser d'être un jeune mâle blanc de 20 ans et en gros je vais devenir président de la République et allez vous faire voir, quoi. Mais je dis,
le fait que ce soit des mâles blancs, entre guillemets, qui aient pris le devant, en fait, c'est une façon de s'exposer au tir, et du coup de recouvrir derrière le mouvement qui est évidemment hétérogène, bon, au-delà du fait qu'il y a des gens comme Priscilla Ludowski qui ont réussi quand même à émerger, mais vous noterez en fait que Priscilla, la seule façon avec laquelle elle a réussi à survivre dans ce mouvement, c'est en tenant le discours d'apparence le plus modéré et raisonné. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit beaucoup plus consensuelle que les Éric Drouet, Maxime Nicole et compagnie pour survivre. Ce qui dit en fait du niveau d'oppression que vivent un certain nombre de catégories de population dans ce pays, non seulement actives, mais aussi implicites et inconscientes. Et donc à partir de là, qu'ils prennent les coups, mais je peux vous assurer que ces personnes-là derrière, en fait, encore une fois, ce que tirera les Gilets jaunes de ce mouvement-là bénéficiera à l'ensemble de la population. Mais c'est une question évidemment qu'on se pose tous, ça c'est une réponse, il y en a probablement d'autres. Hein. Et peut-être que c'est pas la bonne réponse, peut-être qu'il faudrait aussi continuer à appeler à... Mais ils ont connu des trucs, notamment en 2005 en banlieue, que seuls eux ont connu, dont seuls eux ont vécu la violence. Et moi je m'étais occupé des familles de Zied Bouna au moment du procès à Rennes en 2013, et la violence du procès, en 2015, pardon, des policiers, la violence du procès lui-même, contre les parties civiles, parce qu'elles étaient d'origine, de couleur et de conditions sociales différentes de l'ensemble de la pièce, que ce soit les avocats, les juges, la presse, etc. Je vais vous dire que c'est quelque chose que je souhaite à personne. Ça a été un décilement pour moi majeur de voir à quel point, en fait, on pouvait retourner le stigmate et humilier des personnes du simple fait de leur origine. Et donc, à partir de là, les conditions ne sont pas là pour qu'ils aillent prendre les coups et qu'ils se fassent tirer dessus, quoi. Mais par contre, dès le moment où elles le seront, je peux vous dire qu'ils se mobiliseront et elles viendront prendre une parole qu'on leur a depuis beaucoup trop longtemps niée. Alors, vous êtes avocat et vous dites il faut faire la révolution. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez encore foi aujourd'hui dans notre système judiciaire? Il semble que oui, vu que vous l'utilisez pour défendre vos clients au mieux, je pense. Ou sinon, quelle est selon vous l'alternative? La rue, pas la rue? Alors voilà, vous êtes avocat, est-ce que vous avez toujours foi dans le système judiciaire? Est-ce que vous pensez qu'il est toujours opérant? Non, pas du tout, et c'est pour ça que je veux un tribunal révolutionnaire, hein. Enfin, parce que si Édouard Philippe n'est pas en prison, c'est parce qu'il y a une défaillance du système judiciaire. Non, vraiment, hein. C'est pas une provocation, je le pense sincèrement. Et j'invite quiconque ait confiance dans notre système judiciaire aujourd'hui à prendre une journée, à aller aux audiences de comparution immédiate à Batignolles et de voir comment ça se passe. C'est aussi simple que ça. Donc non, et encore une fois, que ce soit sur l'éducation, on se retrouve avec 1%, entre 0 et 4%, pardon, de fils d'ouvriers à Normal Sup, à Polytechnique et à l'ENA. Entre 0 et 4%, alors que les ouvriers et les employés, c'est 50% de la population active. Et qu'on essaie de nous expliquer que si c'est le cas, c'est du fait du mérite, qu'en gros, un fils d'ouvrier est 40 fois plus bête qu'un fils de 4 sup, parce que les 4 sup, ils sont 65% à Normal Sup, hein, comme par hasard. Et donc, à un moment, face à ces problèmes fiscaux, sociaux, économiques, de justice, d'éducationnel, soit vous croyez aux petites mesures à court terme, soit à un moment où vous dites non, ça va, on remet tout à zéro, on réenclenche la machine et on voit où ça nous mène et on prend ce risque-là. Alors oui, c'est un risque, alors oui, ça va nous coûter, même y compris en termes de points de PIB, vu que c'est la seule religion auquel croient aujourd'hui nos dirigeants. Peut-être qu'on va s'appauvrir collectivement un petit peu, mais je pense que ce qu'on y gagnera en tant que société sera incomparable aux conséquences immédiates que pourrait nous coûter un mouvement social. Et c'est la même chose que je réponds quand ils disent « Ah oui, mais ça coûtait de l'argent, les gilets jaunes, etc. » Bah écoutez, non, quand vous regardez les statistiques de l'INSEE, en fait, les mesures qu'ils ont arrachées à Emmanuel Macron ont produit une croissance que l'on n'arrivait pas à retrouver depuis des années, qu'on se battait pour retrouver. Alors, mais vraiment, le niveau mental de ces gens-là, quand même, c'est eux deux, quoi. Ah bah oui, c'est vrai que vous faites des politiques d'austérité, du coup, il n'y a pas de croissance. Bah ouais, coco. Bah, voilà, on a payé leurs études pour qu'ils en soient là, quoi. Enfin, je sais pas quoi vous dire, quoi, franchement. Merci. Monsieur, ce sera, voilà, 2 questions, c'est honnête, hein, voilà. Ouais. Monsieur. Donc, il y a quelque chose de pourri dans l'Union européenne, on pourrait le résumer comme ça. Puisqu'on ne peut pas changer les hommes qui ont fait de ce système ce qu'il est, quelle est ta position aujourd'hui? Enfin, je crois qu'il a répondu en partie
en disant qu'il appelait à l'abstention pour les élections européennes. Mais donc, quelle est ta position sur le système européen actuel? Le même que face à tout système politique aujourd'hui qui nous touche, c'est pour l'instant le retrait, la réappropriation des moyens de décision collectifs à travers justement une forme révolutionnaire. Et ensuite, on verra tout simplement. Et si parce que naturellement, qu'est-ce que ça va provoquer si on fait une révolution? On va commencer à désobéir au cadre juridique existant au sein de l'Union européenne, parce qu'évidemment, on va se réapproprier notre parole. On ne va pas attendre de faire des consensus mous qui dureront 15 ans parce que les autres pays n'auront pas fait leur révolution et resteront soumis à une forme d'ordre néolibéral complètement débile. Et donc à partir de là, on reprend le pouvoir. Alors, si ça implique désobéir, on désobéit, et puis tant pis, on verra bien ce qui se passe, mais en se défaisant, et là, en fait, pour le coup, ça c'est quelque chose qui me semble assez cohérent dans la posture portée par une partie. Le problème, c'est que tout le parti ne le fait pas, de la France Insoumise, qui est de dire, on arrête d'obéir, on fait notre politique, et s'il y a rupture, il y aura rupture. Et si ça provoque une rupture, et à côté de ça, ce que l'on fait, à travers ces nouveaux espaces politiques beaucoup plus sains, parce que les médias seront plus sous le contrôle des oligarques, etc., on se redonne le temps de se poser la question de l'appartenance à l'Union européenne, dans quel cadre, et d'organiser dans la foulée, mais pas immédiatement, dans les quelques mois qui suivent, un référendum, pour le coup, qui permette de laver ce qui s'est passé en 2005, l'affront qui a été fait en fait à la démocratie en 2005, mais qui permette en amont de construire la possibilité d'un débat. Moi, je ne sais pas ce que je pense ou je veux de l'Union européenne aujourd'hui. On est tellement, même moi qui bouffe tout ce qu'il faut bouffer pour savoir, on est tellement mal informé. Et l'information est tellement distordue dans l'espace public par rapport, mais sur l'Union européenne, sur l'écologie, sur la question fiscale, sur tous les sujets, sur l'immigration. Il y a un moment où tout est tellement instrumentalisé de façon tellement politicienne et tellement appauvrissante qu'on n'a plus les données brutes qui nous permettent de prendre nos décisions conscientes. Donc reconstituer ça très rapidement et dans la foulée redonner la parole aux populations pour qu'elles puissent se prononcer sur leur appartenance, si oui ou non, et dans quel cadre, ça me semble essentiel et ça répondra à cette frange de la population qui, dans le pire des cas, pèse 30%, enfin je veux dire dans le cas le plus conservateur pèse 30%, qui veut sortir de l'Union européenne. Il n'y a aucune raison qu'on ne leur donne pas la possibilité de se prononcer, qu'on soit pour ou contre, et qu'on ne se donne pas la possibilité en tant que nation de s'interroger sur ce qu'on veut faire de notre appartenance à ce système, et à quel système, si ce n'est pas celui-là, on veut appartenir tout simplement. Et entre-temps, tout simplement, on fait notre vie, quoi. À un moment, il faut décider par nous-mêmes sur des questions fondamentales, sans avoir à dépendre de processus décisionnels et politiques, qui aujourd'hui, du fait d'une défaillance systémique, qui en gros date du moment de l'élargissement de l'Union européenne, font qu'on n'arrive plus à prendre des décisions parce que les règles de consensus, d'unanimité à 27 ou à 26 font que la décision politique est énormément ralentie. Et comme on a des intérêts tellement opposés géopolitiquement parlant, enfin voilà, encore une fois, ça sert à rien là que je vous donne entre les blocs, je finis ma phrase quand même, des blocs de l'Union européenne, entre les pays de l'Est et l'Interland de l'Allemagne en gros, et tout l'espace sud-méditerranéen auquel on appartient. On est un peu entre les deux pieds, c'est pour ça qu'on est si divisé à mon avis en termes de si on veut ou pas appartenir, parce qu'on est très puissant et en même temps donc on est en position de peser dans cette Union européenne, et en même temps on a du mal à faire imposer nos intérêts. Enfin voilà, il faut qu'on réussisse, mais il faut qu'on ait d'abord la capacité d'en débattre, et aujourd'hui on ne l'a pas, et du coup on a des parodies d'élections européennes dans lesquelles on prétend débattre alors qu'en fait on ne débat pas du tout, où la France Insoumise joue à jouer le jeu du système en prétendant s'en désolidariser, et là pour le coup c'est pas du tout la faute de la France Insoumise, c'est juste qu'à système constant, c'est impossible de porter une parole claire, quoi. Et donc elle a le cul entre les deux chaises, et ça fait qu'on n'y croit pas, ça fait qu'elle va finir par faire 5%, et ainsi de suite. Enfin, donc encore une fois, il y a une possibilité beaucoup plus forte aujourd'hui, c'est de sortir et de prendre ce risque qui est relativement limité, hein, parce que, enfin, qu'est-ce qui est un risque finalement? Entre avoir 5 notables de plus à Bruxelles, ou c'est Mélenchon lui-même qui a dit que ça servait à rien d'être député européen. Donc à partir de là, pourquoi est-ce qu'on y croit? On fait mine d'y croire. Comment est-ce que ça peut que créer de la déshérence et justement de la méfiance au sein de l'espace politique français et entre les citoyens et leurs décideurs? Voilà. Moi, je vais commencer par remercier papa et maman Branco d'avoir conçu et mis au monde un garçon comme celui-là. C'est très important. Parce que même si aujourd'hui, il nous apprend tout ce qu'il a écrit dans son livre et toutes les interviews qu'on a vues sur le net, qu'on a passé en revue jusqu'à 5 h du matin, c'est l'éducation de base qui a fait qu'il a eu cette conscience. Après avoir appris dans les bonnes écoles françaises. C'est très important. Donc, bon, je remercie papa et maman Branco. Maintenant, pour la question de la dame qui était angoissée par rapport à l'isolation de la France, c'est vrai que quand on est en France, on ne voit pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Mais sachez que en Afrique,
en Amérique du Sud et en Europe même, beaucoup de pays n'attendent que ça, le basculement. Beaucoup de pays n'attendent que ça, parce qu'il y a plus en plus de misère dans le monde, et les miséreux savent pourquoi. C'est à cause de l'oligarchie, des banques qui sont privées. La Banque européenne, c'est une banque privée, sur le modèle de la Fed, qui est une banque privée, et qui met plus de la moitié de la population mondiale dans la misère. Et les gens le savent, même dans les petits villages africains où les gens n'ont pas fait d'études, ne parlent pas français, ils savent pourquoi leur misère. Parce qu'eux, ils travaillent la terre, ils travaillent le cacao, les matières premières se prennent là-bas. Donc, beaucoup de gens attendent la bascule. Aujourd'hui, dans certains pays, les bébés qui naissent s'appellent Juan, qu'ils soient francophones. Oui, je le dis, c'est vrai. Il y a eu la période Che Guevara, maintenant c'est Juan. Mais je pense que donne cette information parce que les gens ne le savent pas. Je pense qu'il faudrait qu'on soit nombreux. Une autre information, si nous sommes nombreux, la police et les CRS basculeront. Dans tous les pays, ça s'est passé comme ça, où il y a une vraie révolution du peuple dans les rues. Donc, la France ne sera pas isolée, c'est pour rassurer certaines personnes, au contraire. Maintenant, par rapport à certains politiciens qu'on aime assez et qui mouillent la chemise, je pense à Ruffin, je pense qu'on a quelques jours avant le 1er, et surtout les dirigeants de la CGT et compagnie, on a quelques jours pour leur dire de nous rejoindre, et qu'ils le disent officiellement. 1er mai. Et à partir de là, avant le 1er mai, à partir de là, on va checker ceux qui nous ont rejoints et ceux qui ne nous ont pas rejoints. Là, vraiment, on est arrivé à un carrefour, il faut qu'ils se décident. C'est trop facile. Donc, Juan, moi je compte sur toi. Voilà. Je voulais juste, ouais, c'est génial qu'on en soit à devoir appeler les syndicats à manifester un 1er mai. Enfin, ça dit quelque chose. Juste... Non mais, oui, sauf qu'on sera la force majoritaire, donc ils vont être à un moment, oui. Je voudrais juste quand même finir là-dessus et m'excuser sur, en fait, parce que vous me glissez, et je pense que c'est naturel dans le dispositif existant, à aller vers une position prescriptrice. Moi, en fait, j'ai une force d'analyse que je peux vous donner du fait des connaissances que j'ai acquis au sein de ce système et de mon appartenance, etc. Et essayer d'éviter de me poser des questions sur ce qu'il faut faire. En fait, c'est à vous de vous déterminer par rapport aux infos. Donc moi, en fait, je vais nécessairement être décevant si je vous dis il faut aller voter, il ne faut pas aller voter, il faut sortir de l'Union européenne ou pas. Vous me remettez en position de politicien. Et donc, du coup, en fait, vous reproduisez de façon inconsciente le dispositif de soumission que cet ordre bourgeois a créé, cette démocratie représentative. Vous avez un gars qui a une gueule. Émancipez-vous ça, faites ce en quoi vous croyez, battez-vous vous pour avoir la parole et la possibilité de peser. Et c'est pour ça que quand j'appelle à la rue, j'appelle à vous, en fait. J'appelle à ce que votre parole compte à nouveau et pas que vous dépendiez de personnes comme moi qui vont nécessairement trahir, nécessairement être insuffisantes, nécessairement ne pas avoir... C'est d'abord cette intelligence collective qu'a révélé Gilets jaunes qu'il faut remettre en avant. Et donc voilà, donc je viens d'avoir conscience de ça, de l'avoir réussi pour la première fois à le formuler, parce que ça fait plusieurs conférences où à chaque fois je tombe dans le même truc, et voilà, maintenant je répondrai ça à chaque fois directement. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Comment faire l'éducation populaire? Tout simplement, là, regardez, mon seul intérêt pour le mouvement, c'est que j'arrive à concentrer 400, enfin là, 200, 300 personnes dans un endroit. Regardez-vous, parlez-vous, enclenchez des mouvements, et ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir un rôle, vous pouvez créer un groupe sur Facebook, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Vous pouvez vous adresser à votre voisin là et dire, bon bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on y va le 1er mai? Est-ce que toi tu as des gosses? Est-ce que toi tu es prêt à prendre un masque pour éviter la Est-ce que toi tu vas être derrière devant? Est-ce que toi tu es prêt à faire le pas de plus? Est-ce que toi tu vas aller parler aux flics? Est-ce que toi tu vas... Enfin vous voyez, on a cette chance-là, on est énormément. Oui, mais il faut convaincre les gens. Non, il faut qu'on y aille nous. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus que ce que vous pensez, mais pas forcément. Je finis juste là-dessus, pas forcément sur les manifs les samedis. Ça fait 1 mois que j'ai commencé à donner des conférences à travers ce bouquin. Enfin, ça fait un moment qu'on avait commencé en amont, mais c'était combien à Montpellier là? C'était 600 personnes, c'était 750 personnes à Marseille, c'était 700 personnes à Grenoble. Et c'est que des personnes à chaque fois à qui je dis 1er mai. Alors eux, je leur dis, il y a quelque chose qui s'appelle les préfectures, qui sont l'équivalent de nous, de notre Élysée. Et le jour où une préfecture tombe, c'est tout le territoire qui tombe. Hein, parce que le pouvoir devient tout d'un coup aveugle. Il ne sait plus comment distribuer les ordres, il ne sait pas à qui les distribuer. Les policiers se retrouvent sans direction. Donc,
je suggère ça. Voilà. Après, le premier qui, à Paris, la préfecture de Paris, je pense que vous l'avez toutes vu, c'est pas forcément la chose la plus facile à prendre, donc on reste sur une mobilisation de masse. Mais voilà, sachez qu'en gros, rien qu'à travers moi, et je suis un parmi plein de trucs, on arrive à toucher en fait dans chaque ville des personnes, et pour peu qu'il y ait 10 à 20% des personnes qui se disent bon, ben, on va faire quelque chose, il y a largement de quoi faire. Et vraiment, je finis là-dessus, ces personnes-là ont la masse inerte, ces personnes-là ont des institutions, mais elles n'ont pas de courage. L'acte 3, lorsqu'il y avait des personnes qui étaient dans la rue, qui étaient prêtes à perdre un œil ou une main pour défendre leurs idées, eux, ils avaient mis un hélicoptère pour se barrer. Au moindre risque physique, personnel qui pouvait les toucher, ils partaient. Donc ayez à l'esprit qu'il y a beaucoup de choses très fortes contre vous, des policiers, tout ce que vous voulez. À un moment, quand les policiers verront qu'il y a des personnes de courage face à eux, cette bascule qui semble illusoire, elle finira par intervenir comme est intervenue dans beaucoup de pays. Donc il faut travailler là-dessus. Si vous avez des copains qui sont colonels, gendarmes, etc., à commencer à sensibiliser, c'est très bien. Et après, juste, je sais pas, le reste, il faut le vivre. C'est aussi un moment qui est assez glorieux pour nous, je pense, collectivement, de pouvoir à nouveau se dire qu'il y a une possibilité. Est-ce qu'elle est de 5%, 10%, 15%, j'en sais rien. Je vais juste que la seule alternative pour moi aujourd'hui, c'est de la vivre et de la pousser jusqu'au bout, et on verra où ça nous mène, quoi. Tout simplement, dans l'espoir et la certitude, en fait, que ça va donner quelque chose de grand. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Alors là, on va passer un petit moment délicat qui consiste à se replier légèrement en bon ordre, en tout cas en repliant votre chaise sur le côté si vous pouvez. Et je voulais quand même lancer un appel, parce que demain on fait une première soirée d'un cycle qui s'appelle Rap et littérature. Et vous savez tous que le rap...